Le joueur d'échecs de Stefan Zweig. Sur le vaste paquebot qui, à minuit, devait quitter New York à destination de Buenos Aires, régnait l'activité et l'agitation caractéristiques des derniers moments. Des gens qui ne partaient pas, montés à bord pour accompagner des amis, se bousculaient à qui mieux mieux. De jeunes télégraphistes, la casquette sur l'oreille, parcouraient les salons en criant des noms à tue-tête. On avançait en traînant des valises et des fleurs. Des enfants curieux montaient et descendaient les escaliers. Et pendant ce temps, l'orchestre imperturbable jouait pour accompagner le deck-show. Un peu à l'écart de cette cohue, je causais sur le pont promenade avec quelqu'un que je connaissais, quand soudain 2 ou 3 éclairs de magnésium fusèrent à côté de nous. Apparemment, une célébrité venait, juste avant le départ, de se faire encore vite interviewer et photographier par des reporters. Mon ami jeta un coup d'œil et sourit. « Vous avez Ksentovitch à bord, un oiseau rare. » Et comme je le regardais d'un air plutôt interloqué en entendant ces mots, il ajouta en guise d'explication. « Mirko Ksentovitch, le champion du monde des échecs. Il vient de sillonner l'Amérique d'est en ouest, en disputant des tournois partout, et il part à présent remporter de nouveaux triomphes en Argentine. » Je me souvins alors de ce jeune champion, et même de certains détails de sa fulgurante carrière. Mon ami, qui lisait les journaux plus attentivement que moi, put compléter par toute une série d'anecdotes. Environ 1 an plus tôt, Ksentovitch s'était hissé d'un seul coup au niveau des maîtres. Jusqu'alors les plus reconnus des échecs, comme Alekhine Capablanca, Tartakower, Lasker, Pokoljubov, depuis l'apparition des Rzhekevski, l'enfant prodige de 7 ans, au tournoi d'échecs de New York en 1922, l'irruption d'un parfait inconnu n'avait encore jamais à ce point défrayé la chronique dans cette glorieuse confrérie, car, a priori, les facultés intellectuelles de Ksentovitch ne semblaient absolument pas lui promettre une carrière aussi éblouissante. D'abord tenue secrète, mais une information ne tarda pas à filtrer. Dans sa vie privée, ce champion d'échecs était incapable d'écrire la moindre phrase sans faute d'orthographe, dans quelque langue que ce fût. Et selon la raillerie furibonde d'un de ses collègues exaspérés, son inculture atteignait la même universalité dans tous les domaines. Fils d'un très pauvre batelier yougoslave du Danube, dont la barque minuscule avait été naufragée, une nuit, par une péniche chargée de blé, le garçon, alors âgé de 12 ans, avait été charitablement recueilli, après la mort de son père, par le curé de son village reculé. Et le bon prêtre se donna beaucoup de mal, en l'instruisant à la maison, pour faire acquérir à cet enfant au large front, mais taciturne et aptique, ce qu'il n'arrivait pas à apprendre à l'école du village. Tous ses efforts furent pourtant vains. Mirko fixait toujours d'un regard ébahi ces caractères qu'on lui avait 100 fois déjà expliqués. Son cerveau, qui travaillait à grand-peine, n'avait pas la force de mémoriser même les leçons les plus élémentaires. À 14 ans révolus, il lui fallait encore s'aider de ses doigts quand il avait un calcul à faire, et lire un livre ou un journal continuait à représenter un réel effort pour ce garçon déjà adolescent. On ne pouvait pas dire cependant que Mirko fût mal disposé ou rebelle. Il exécutait docilement les ordres qu'on lui donnait. Il allait puiser de l'eau, fendait du bois, aidait aux travaux des champs, débarrassait la cuisine et, quoiqu'avec une lenteur irritante, s'acquittait consciencieusement de tous les services qu'on lui demandait. Mais le plus contrariant pour le bon curé était la totale indifférence de ce garçon déconcertant. Il ne faisait rien sans y avoir été explicité, ne posait jamais la moindre question, ne jouait pas avec les autres garçons et ne se lançait de lui-même dans aucune activité, sauf si on lui en avait formellement donné l'ordre. Dès qu'il avait accompli les tâches habituelles du ménage, Mirko restait assis dans la salle, immobile, avec ce regard vide qu'ont les moutons dans la pâture, et sans manifester le moindre intérêt pour tout ce qui se passait devant lui. Le soir, pendant que le curé, en fumant sa longue pipe rustique, jouait ses 3 parties d'échecs avec le brigadier de la gendarmerie, ce garçon aux cheveux blonds restait là, sans un mot, assis à côté d'eux, et de ses yeux apparemment sommeillés et indifférents sous ses lourdes paupières, il fixait les cases de l'échiquier. Un soir d'hiver, tandis que les 2 partenaires étaient plongés dans leur partie habituelle, on entendit tinter de plus en plus fort dans la rue du village les clochettes d'un traîneau qui approchait à vive allure. Son bonnet poudré de neige, un paysan entra bientôt d'un pas lourd. Sa vieille mère se mourait. Le curé pouvait-il avoir l'obligeance de venir au plus vite pour lui administrer l'extrême-onction ? Sans hésiter, le prêtre le suivit,
Le brigadier, qui n'avait pas encore fini son verre de bière, bourra et ralluma sa pipe avant de s'en aller, et il se préparait à enfiler ses lourdes bottes à tige quand il fut frappé par le regard concentré que Mirko braquait sur l'échiquier et sur la partie commencée. « Eh bien, veux-tu la terminer » lui lança-t-il en blaguant, parfaitement convaincu que ce garçon léthargique ne saurait pas déplacer une seule pièce sur l'échiquier sans se tromper. Le jeune homme leva timidement les yeux, puis il fit signe que oui, et s'assit à la place du curé. 14 coups plus tard, le brigadier était battu, et devait, en outre, admettre que sa défaite n'était nullement due à une étourderie ou à une négligence. La deuxième partie se termina de la même façon. « C'est l'âne de Balaam » s'écria le curé, stupéfait, quand il revint. Et il expliqua au brigadier, moins bon connaisseur de la Bible que lui, qu'un miracle du même genre avait déjà eu lieu 2000 ans plus tôt. Une créature qui ne parlait pas s'était soudain mise à parler comme un sage. Malgré l'heure avancée, le curé ne put s'empêcher d'inviter son pupille, presque analphabète, à disputer un duel avec lui. Mirko le battit, lui aussi, aisément. Il avait une façon acharnée, lente, inébranlable, de jouer, sans relever même un instant son large front penché sur l'échiquier. Mais il jouait avec une incontestable sûreté. Ni le brigadier, ni le curé ne furent capables, dans les jours suivants, de gagner une seule partie contre lui. Le curé, qui connaissait mieux que personne l'esprit en général arriéré de son pupille, devint réellement curieux de voir jusqu'à quel point ce singulier talent dans un domaine exclusif résisterait à une épreuve plus sérieuse. Après avoir fait couper par le barbier du village la tignasse toute blonde de Mirko, pour le rendre un tant soit peu présentable, il l'emmena dans son traîneau jusqu'à la petite ville voisine, où il savait que dans un coin du café de la Grand-Place se réunissaient des joueurs passionnés d'échecs, dont il avait lui-même éprouvé la supériorité. Le cercle de ses habitués ne fut pas peu surpris quand le curé introduisit dans la salle du café ce blondinet de 15 ans aux joues rouges, dans sa peau de mouton retournée et ses lourdes bottes à tige. Le garçon resta là, ébahi, debout dans un coin, les yeux baissés, jusqu'à ce qu'on l'appelle à l'une des tables d'échecs. À la première partie, Mirko fut battu, car il n'avait jamais vu d'ouverture sicilienne chez le curé. À la deuxième partie, déjà disputée contre le meilleur des joueurs, ce fut un patte, et dès la troisième et la quatrième partie, il les battit tous, les uns après les autres. Voilà des événements des plus rares et passionnants pour une petite ville de province yougoslave, et les débuts de ce champion rustique firent aussitôt grande sensation parmi les notabilités réunies. On décida d'un commun accord qu'il fallait absolument que ce prodigieux garçon reste en ville, jusqu'au lendemain, pour que l'on puisse réunir les autres membres du club d'échecs et surtout prévenir dans son château le vieux comte Simksik, un passionné d'échecs. Le curé, qui considérait son protégé avec une fierté toute neuve, mais ne voulait pas, malgré le plaisir de cette découverte, manquer à ses devoirs, en l'occurrence l'office dominical, accepta que Mirko reste là pour subir une autre épreuve. Le jeune Ksentovitch fut installé à l'hôtel, aux frais du club, et vit pour la première fois de sa vie de véritables WC. Le dimanche après-midi suivant, la salle de jeu était bondée. Pendant 4 heures, Mirko, assis sans bouger devant l'échiquier, triompha de tous les joueurs, l'un après l'autre, sans piper mot, ni même lever les yeux. Pour finir, quelqu'un proposait une partie en simultané. Il fallut un petit moment pour faire comprendre à cet ignorant que, dans une telle partie, il aurait à jouer seul contre les différents joueurs. Mais dès que Mirko eut compris le procédé, il accepta volontiers de s'y prêter, et se déplaça lentement d'une table à l'autre, dans ses grosses chaussures qui crissaient. Finalement, il gagna 7 des 8 parties. Alors commencèrent de grands conciliabules, bien que le nouveau champion ne soit pas, à proprement parler, un enfant de la ville. La fierté réveilla très fort l'esprit de clocher. Cette petite ville, dont jusqu'alors quasiment personne n'avait repéré l'existence sur la carte, allait peut-être accéder enfin pour la première fois à l'honneur de doter le monde d'une célébrité. Un impresario nommé Kohler, qui d'ordinaire procurait simplement des chanteuses et des vedettes au cabaret de la garnison, accepta, si on lui versait d'avance des subsides pour 1 an, de confier la formation professionnelle du jeune homme à un remarquable petit maître qu'il connaissait à Vienne, expert dans l'art des échecs. Le comte Simksik, qui en 60 ans de pratique quotidienne n'avait jamais rencontré un pareil partenaire, déboursa aussitôt les fonds. Alors commença la surprenante carrière de ce fils de batelier. 6 mois plus tard, Mirko possédait tous les secrets techniques des échecs, avec une singulière limite cependant, que les cercles de connaisseurs allaient beaucoup observer et railler par la suite.
car jamais Xentovich ne parvint à jouer ne fût-ce qu'une seule partie de tête, ou, comme disent les joueurs d'échecs, à l'aveugle. Il était tout à fait incapable de se représenter l'échiquier dans l'espace infini de l'imagination. Il fallait toujours qu'il ait devant lui, à portée de main, le damier noir et blanc avec ses 64 cases et ses 32 pièces. Même quand sa gloire fut devenue mondiale, il transportait toujours sur lui un échiquier de voyage afin de pouvoir visualiser la position des pièces s'il voulait reconstituer une partie de maître ou résoudre un problème qu'il se posait. Cette incapacité, négligeable en soi, trahissait un défaut d'imagination et donna lieu, dans son cercle rapproché, à autant de vives discussions que si, parmi des musiciens, un excellent virtuose ou chef d'orchestre se fût montré incapable de jouer ou de diriger sans avoir la partition ouverte devant lui. Cette étrange singularité ne retarda pourtant nullement l'ébouriffante ascension de Mirko. À 17 ans, il avait déjà décroché une douzaine de prix. À 18 ans, il était champion de Hongrie. Et enfin, à 20 ans, champion du monde. Les champions les plus audacieux, dont chacun le dépassait infiniment en facultés intellectuelles, en imagination et en hardiesse, tombaient victimes de sa logique implacable et froide, exactement comme Napoléon perdit devant le lourd Kutuzov, ou Hannibal devant Fabius Cunctator, dont Tite-Live raconte qu'il s'était lui aussi dans son enfance fait remarquer par son flegme et sa stupidité. Il arriva ainsi que, dans l'illustre galerie des maîtres des échecs, laquelle réunit les types d'esprits supérieurs les plus variés, des philosophes, des mathématiciens, des gens au tempérament calculateur, imaginatif et souvent créatif, pénétra pour la première fois un outsider, parfaitement étranger au monde de l'esprit, un jeune paysan lourdeau et taciturne, dont même les journalistes les plus roublards ne parvinrent jamais à tirer la moindre formule utilisable dans la presse. Il est vrai qu'au lieu de leur livrer de subtiles sentences, Xentovich ne tarda pas à devenir le sujet d'une multitude d'anecdotes, car à la seconde où il se levait de l'échiquier, devant lequel il était un incomparable maître, Xentovich devenait inéluctablement un personnage grotesque et presque risible, malgré son cérémonieux costume noir, sa splendide cravate piquée d'une perle un peu trop voyante et ses doigts manucurés à grand-peine. Il restait par ses attitudes et son comportement un fils de paysan, borné, qui, autrefois dans son village, balayait la salle chez le curé. Malhabile, mais avec une brutalité presque impudente, plein d'une avidité mesquine et souvent même odieuse, il s'appliquait à tirer tout l'argent possible de son talent et de sa gloire, ce qui déclenchait ricanements et fureur chez ses confrères aux échecs. Il allait de ville en ville, logeant toujours dans les hôtels les plus modestes. Il jouait dans les clubs les plus minables pour peu qu'il obtînt les honoraires qu'il demandait. Il se laissa photographier pour faire la publicité d'un savon, et sans prêter la moindre attention au quolibet de ses concurrents qui le savaient pertinemment incapable d'écrire 3 phrases sans faute, il vendit sa signature pour une philosophie des échecs, écrite en réalité par un petit étudiant de Galicie, stipendié par un éditeur ambitieux. Comme tous les gens opiniâtres, il n'avait pas le moindre sens du ridicule. Depuis sa victoire au championnat du monde, il se considérait comme l'homme le plus important de la Terre, et la conscience d'avoir battu, sur leur propre terrain, tous ces beaux parleurs et ces écrivains intelligents et éblouissants, renforcés par le fait bien tangible qu'ils gagnaient plus d'argent qu'eux, transforma sa timidité naïve en une fierté froide, et le plus souvent grossièrement exhibée. Mais comment une gloire aussi rapide n'aurait-elle pas grisé une tête aussi creuse, conclut mon ami. Après m'avoir donné quelques exemples notoires de la suffisance puérile de Xentovich, comment un jeune paysan de 21 ans fraîchement débarqué du Banat n'attraperait-il pas la grosse tête en voyant qu'il lui suffit de savoir déplacer quelques pièces sur une planche de bois pour gagner soudain plus en une semaine qu'on ne fait dans tout son village natal pendant 12 mois, en abattant des arbres et en s'échinant affreusement. Et puis, n'est-ce pas bigrement facile, au fond, de se prendre pour un grand homme, lorsque l'on n'a jamais entendu parler de l'existence d'un Rembrandt, d'un Beethoven, d'un Dante ou d'un Napoléon? Dans son cerveau obtus, ce type ne sait qu'une chose. Depuis des mois, il n'a pas perdu une seule partie d'échecs, et comme il ne soupçonne pas qu'il y a sur cette terre d'autres valeurs que les échecs et l'argent, il a toutes les raisons de se trouver formidable. Ces dernières remarques de mon ami ne manquèrent pas de susciter en moi une vive curiosité. Toute ma vie, les diverses espèces de monomanie, les êtres passionnés par une seule idée m'ont fasciné, car plus quelqu'un se limite, plus il s'approche en réalité de l'infini. Et ces gens-là, précisément, qui semblent s'écarter du monde, se bâtissent, tels termites et avec leurs matériaux particuliers, un univers en miniature, singulier et parfaitement unique.
Je ne dissimulais donc pas mon intention d'examiner de plus près cet étrange spécimen d'un esprit unidimensionnel pendant les 12 jours de mon voyage vers Rio. Mais mon ami m'avertit. Il y a peu de chances que vous y parveniez. Autant que je sache, personne n'a encore réussi à tirer de Xentovitch le moindre indice sur sa psychologie. Dissimulé derrière son insondable étroitesse d'esprit, ce paysan roublard a la grande intelligence de ne pas montrer ses faiblesses, et d'une façon fort simple, sauf avec ses compatriotes et ses semblables, dont il recherche la compagnie dans les petites auberges, il évite tous les entretiens. Dès qu'il repère quelqu'un de cultivé, il se replie dans sa coquille. Ainsi, personne ne peut-il se vanter de lui avoir jamais entendu prononcer une parole stupide, ni d'avoir sondé la profondeur, réputée infinie, de son inculture. Il sembla que mon ami avait raison. Pendant les premiers jours du voyage, il se révéla tout à fait impossible d'approcher Xentovitch à moins d'être grossièrement insistant, ce qui n'est pas dans mes habitudes. Bien qu'il fît parfois quelques pas sur le pont promenade, c'était toujours les mains serrées dans le dos, dans cette attitude de fierté concentrée sur soi, qu'a Napoléon dans son célèbre portrait. En outre, il faisait si vite et si brusquement son tour de péripatéticien qu'il aurait fallu le suivre au petit trot pour pouvoir lui adresser la parole. Dans les salons, au bar, au fumoir, on ne le voyait jamais. Selon le steward, que j'interrogeai discrètement, il passait le plus clair de la journée dans sa cabine, à s'entraîner ou à rejouer des parties sur un immense échiquier. Au bout de 3 jours, je commençai à me sentir vraiment agacé de voir que son habile tactique d'évitement l'emportait sur ma volonté de l'approcher. Je n'avais encore jamais eu l'occasion de faire connaissance avec un maître des échecs, et plus je m'efforçais à présent d'en examiner un spécimen, en chair et en os, moins j'arrivais à imaginer l'activité d'un cerveau qui, une vie durant, se déploie exclusivement sur un espace de 64 cases noires et blanches. Certes, je connaissais par expérience la mystérieuse attraction exercée par ce jeu royal, le seul de tous les jeux inventés par l'homme à se soustraire souverainement à la tyrannie du hasard, et à n'attribuer les palmes de la victoire qu'à l'esprit, ou plutôt à une certaine forme de talent intellectuel. Mais qualifier les échecs de jeu, n'est-ce pas déjà les réduire et commettre une injustice? Ne sont-ils pas aussi une science, un art, quelque chose qui plane entre ces deux pôles, comme le cercueil de Mahomet, entre le ciel et la terre, une incomparable association de tous les contraires, très anciens et pourtant toujours neufs, mécaniques par leur dispositif, mais n'agissant qu'avec le ressort de l'imagination, à la fois limités à un espace géométrique et figé, et illimités par leur combinaison, se développant sans cesse et pourtant stérile, une réflexion qui ne mène à rien, une mathématique qui ne calcule rien, un art qui ne crée pas d'œuvre, une architecture sans matière, mais dont l'être et l'existence sont incontestablement plus durables que tous les livres et toutes les œuvres, le seul jeu qui appartienne à tous les peuples et à toutes les époques, et dont nul ne sait quel dieu l'a apporté sur terre pour tuer l'ennui, pour aiguiser l'esprit, pour stimuler l'âme. Où commence-t-il? Où finit-il? Tout enfant peut en apprendre les premières règles, tout butor peut s'y essayer, et pourtant, dans les limites de cet étroit et invariable carré, ce jeu est capable d'engendrer une espèce singulière de maîtres, absolument incomparables, des gens dont le talent est exclusivement focalisé sur les échecs, des génies spécifiques chez qui la vision, la patience et la technique agissent en se répartissant précisément la tâche entre elles, comme chez un mathématicien, un poète, un musicien, mais en se combinant et en s'associant un peu autrement. Jadis, au temps de la passion pour la physiognomonie, quelqu'un comme Gall aurait peut-être disséqué les cerveaux de ces génies des échecs, pour voir si dans la masse grise de leur cerveau on trouvait une circonvolution particulière et plus profondément creusée que sous les autres crânes, une espèce de muscle ou de bosse des échecs, et combien un tel physiognoministe aurait-il été fasciné par le cas d'un Xentovitch, chez qui ce génie spécifique semblait inséré dans une paresse intellectuelle radicale, comme une unique pépite d'or qui serait logée dans une gangue de 100 kilos. J'avais admis depuis toujours le principe qu'un jeu aussi incomparable et aussi génial devait nécessairement générer des matadors spécifiques, mais comme il était difficile, et même impossible, d'imaginer la vie d'un être intelligent et vif, pour qui le monde se réduit à un étroit parcours entre le noir et le blanc, et dont toute la vie consiste à chercher le triomphe à partir des seules allées et venues, des seuls déplacements d'avant en arrière de 32 pièces. Quelqu'un pour qui une nouvelle ouverture, par exemple en choisissant le cavalier plutôt que le pion, représentait déjà une prouesse, une minuscule portion d'immortalité. Quelque part dans un livre sur les échecs, un être dont l'esprit est capable,
sans devenir fou, de concentrer toutes ses réflexions pendant 10, 20, 30, 40 ans d'affilée sur un but ridicule, acculé à un roi de bois dans un angle sur une planche de bois. Et maintenant que pour la première fois j'avais un tel phénomène à proximité, sur le même bateau, à 6 cabines de la mienne, un génie aussi particulier ou un fou aussi énigmatique, moi chez qui, par malheur, la curiosité pour les choses de l'esprit dégénère, toujours en une sorte de passion, il serait dit que je n'arriverais pas à l'approcher. Je commençais à imaginer des ruses plus absurdes les unes que les autres. Par exemple, pour le chatouiller dans son amour-propre, je simulerais une interview pour un grand journal, ou bien, en l'attrapant par sa cupidité, je lui proposerais un juteux tournoi en Écosse. Mais je me souviens finalement que la technique la plus éprouvée chez les chasseurs pour attirer le coq de bruyère, c'est d'imiter son cri au temps des amours. Quoi de plus efficace au fond pour attirer l'attention d'un champion d'échecs que de jouer soi-même aux échecs. Or, je n'ai jamais été un véritable artiste à ce jeu, pour la simple raison que je ne m'y suis jamais adonné qu'à l'occasion, et pour mon seul plaisir. Si je m'installe 1 heure devant l'échiquier, ce n'est pas du tout pour faire des efforts, mais au contraire pour me délasser, pour détendre mon esprit. Moi, je joue aux échecs au vrai sens du mot, alors que les autres, les vrais joueurs, sérieux aux échecs, si on me permet cette expression hardie. Comme en amour, on a absolument besoin d'un partenaire aux échecs. Et en cet instant, je ne savais pas encore s'il y avait à bord d'autres amateurs à part nous, pour les faire sortir du bois. Je tendis un piège grossier dans le smoking room en m'installant devant un échiquier avec ma femme, qui, à vrai dire, joue encore moins bien que moi, tel un oiseleur. Et en effet, nous n'avions pas encore joué 6 coups que déjà quelqu'un s'arrêtait en passant. Un deuxième nous demanda la permission de nous regarder jouer, et finalement il se trouva un partenaire, comme je le souhaitais, pour me proposer une partie. Il s'appelait McConnor. C'était un ingénieur écossais dans le génie civil, et à ce que l'on me raconta, il était devenu riche à millions grâce à des forages pétroliers en Californie. Au physique, un homme trapu, aux mâchoires puissantes et dures, presque carré, avec de fortes dents et un teint coloré, dont la rougeur prononcée était sans doute due, en partie du moins, à une consommation immodérée de whisky. Sa large carrure impressionnante, qui lui donnait une allure de véritable athlète, se reflétait, hélas, dans sa façon de jouer, car ce Mr. McConnor était l'un de ces parvenus grisés par leur réussite et qui, jusque dans un jeu sans aucune conséquence, ressentent une défaite comme une atteinte à la haute idée qu'ils se font d'eux-mêmes, habitués à toujours s'imposer, toujours et partout dans la vie, gâtés par le succès matériel. Ce self-made man, épais, était si radicalement pénétré de sa supériorité que la moindre résistance le contrariait comme une indécente rébellion, et presque comme une offense. Lorsqu'il perdit la première partie, il devint bougon, et se mit à expliquer en long et en large, et sur un ton impérieux, que c'était forcément dû à une inadvertance passagère. À la troisième, il rendit le bruit dans la pièce voisine responsable de sa défaite. Pas une fois il n'accepta de perdre une partie sans réclamer aussitôt la revanche. Je fus d'abord amusé par cette arrogance opiniâtre. Je finis par la considérer comme une circonstance négligeable, compte tenu de mon véritable objectif, attirer à notre table le champion du monde. Le troisième jour, cela marcha, mais cela ne marcha qu'à demi. Soit Xentovitch nous avait observés, assis devant notre échiquier depuis le hublot sur le pont promenade, ou bien ce fut purement par hasard qu'il honora de sa présence le smoking room. Mais en apercevant les profanes qui exerçaient son art, il ne put s'empêcher de s'approcher d'un pas vers nous et, à cette distance respectable, de jeter un regard scrutateur sur notre échiquier. McConnor était en train de jouer, et ce simple coup parut suffire à Xentovitch pour comprendre combien il était réellement peu intéressant pour un champion comme lui de suivre plus longtemps nos efforts de dilettante. Avec le geste rapide dont on écarte dans une librairie sans même l'avoir feuilleté un mauvais roman policier qu'on vous propose, il s'éloigna de notre table et quitta le smoking room. Pesé et trouvé trop léger, me dis-je, un peu contrarié par ce regard froid, plein de mépris. Et pour me libérer un peu de mon irritation, je lançai à McConnor. Votre coup ne semble pas avoir vraiment emballé le maître. Quel maître? Je lui expliquai que ce monsieur qui venait de passer près de nous, en jetant un coup d'œil désapprobateur sur notre jeu, était le fameux champion Xentovitch, et j'ajoutai que nous allions nous en remettre, tous les deux, et nous résigner sans trop de chagrin à son illustre mépris. Les pauvres gens doivent tout cuire à l'eau, voilà. À ma surprise, cependant, cette information lancée négligemment eut un effet très inattendu sur McConnor. Il se mit dans tous ses états, ne pensa plus à notre partie, et son arrogance se mit à bouillonner, si fort qu'on croyait l'entendre. Il n'avait pas soupçonné que Xentovitch fût à bord,
et il fallait absolument que Xentovic vînt jouer contre lui. Il n'avait encore jamais affronté un champion du monde, sauf une fois lors d'une partie en simultané, avec 40 autres joueurs. Cela déjà avait été terriblement excitant, et il avait failli gagner ce jour-là. Est-ce que je connaissais personnellement le maître? Je dis que non. Est-ce que je ne voulais pas aller lui parler et l'inviter à nous rejoindre? Je refusais, en arguant qu'à ma connaissance, Xentovic était peu disposé à nouer de nouvelles relations. De plus, quel intérêt cela pouvait-il bien présenter pour un champion du monde de se commettre avec des joueurs de troisième ordre comme nous? Eh bien, j'aurais mieux fait de ne pas parler de joueurs de troisième ordre à un homme aussi arrogant que McConnor. Il se recula dans son fauteuil, l'air furieux, et déclara d'un ton sec qu'il ne pouvait pas croire, quant à lui, que Xentovic refuserait la courtoise invitation d'un gentleman, et qu'il allait s'en occuper. À sa demande, je lui fis une brève description du champion, et aussitôt, abandonnant d'un air indifférent notre échiquier, il se lança tout impatient à la recherche de Xentovic sur le pont promenade. Je sentis à nouveau combien il était impossible de retenir le possesseur d'aussi larges épaules dès que sa volonté l'entraînait vers quelque chose. J'attendis, assez curieux. 10 minutes plus tard, McConnor revint, pas vraiment joyeux me sembla-t-il. Eh bien, demandai-je. Vous aviez raison, répondit-il un peu agacé. Pas très agréable, le monsieur. Je me suis présenté, je lui ai expliqué qui j'étais. Il ne m'a même pas serré la main. J'ai tenté de lui expliquer combien nous serions tous fiers et honorés sur ce bateau s'il voulait disputer une partie en simultané avec nous, mais il est resté sacrément raide, se déclarant désolé, mais expressément tenu par contrat vis-à-vis de son impresario, de ne pas jouer durant toute sa tournée sans demander d'honoraires, son minimum étant 250 $ la partie. Je me mis à rire. L'idée que déplacer des pièces d'une case blanche vers une noire puisse être une affaire aussi rentable ne me serait jamais venue à l'esprit, j'avoue. J'espère donc que vous avez pris congé avec toute la politesse qu'il mérite. Mais McConnor restait très sérieux. La partie est fixée à demain après-midi, 3 heures, ici, dans le fumoir. J'espère que nous ne nous laisserons pas plier trop facilement. Comment? Vous avez accepté à 250 $ m'écriai-je, interloqué. Et pourquoi non? C'est son métier. Si j'avais une rage de dents et qu'il y eut par hasard un dentiste à bord, je ne lui demanderais pas non plus de m'extraire une dent gratuitement. Cet homme a tout à fait raison de fixer son prix très haut, dans tous les domaines. Les gens vraiment capables sont aussi excellents hommes d'affaires. Pour ma part, plus une affaire est claire, mieux cela vaut. Je préfère payer cash et que le sieur Xentovic ne me fasse pas la grâce de jouer, ni que je doive ensuite le remercier, et ensuite, il m'est déjà arrivé dans mon club de perdre en une soirée plus de 250 $ sans pour autant jouer avec un champion du monde. Pour des joueurs de troisième ordre, ce n'est pas une honte de se faire battre par un Xentovic. Je fus amusé de voir à quel point j'avais blessé la susceptibilité de McConnor par mon innocente formule. Mais comme il avait résolu de payer cette coûteuse plaisanterie, pourquoi me serais-je opposé à cette incroyable arrogance qui allait me permettre de rencontrer enfin l'individu dont j'étais si curieux? Nous mîmes très vite au courant de l'événement 4 ou 5 messieurs, qui s'étaient déjà fait connaître comme joueurs d'échecs, et pour être dérangés le moins possible par des passagers qui traverseraient le fumoir, nous fîmes d'avance non seulement réserver notre table pour le match prévu, mais aussi les tables voisines. Le lendemain, tout notre petit groupe se trouva réuni à l'heure convenue. La place du milieu, face au maître, fut évidemment attribuée à McConnor, qui passait sa nervosité en fumant sans arrêt de gros cigares, tout en surveillant l'horloge avec inquiétude. Mais le champion, comme je m'en doutais, d'après ce que mon ami m'avait raconté, se fit attendre 10 bonnes minutes, ce qui ne manqua pas de renforcer le sans-gêne de son arrivée. Il s'approcha de la table, calme et détendu, sans se présenter. Vous savez qui je suis, et cela ne m'intéresse pas de savoir qui vous êtes, semblait dire cette incivilité. Il se mit à disposer les pièces avec une sécheresse toute professionnelle, vu qu'ici, à bord, une partie en simultané était impossible, par manque d'échiquier. Il proposait que nous jouions tous ensemble contre lui. Après chaque coup, pour ne pas gêner nos délibérations, il irait s'asseoir devant une autre table au fond de la pièce. Dès que nous aurions joué notre coup, nous n'aurions qu'à frapper sur un verre avec une petite cuillère, vu que, hélas, il n'y avait pas de clochette sur les tables. Il proposait un maximum de 10 minutes par coup, si nous n'avions pas d'objection. Comme de timides petits élèves, nous acceptâmes, bien sûr, toutes ces propositions. Le tirage au sort attribua les noirs à Xentovic. Il joua son premier coup sans même s'asseoir, puis se dirigea aussitôt vers l'endroit où il avait proposé d'attendre, et négligemment accoudé, feuilleta un magazine illustré.
Il n'est pas utile de décrire cette partie, elle se termina évidemment comme elle devait se terminer, par notre totale défaite, et dès le 24e coup. Qu'un champion du monde ait balayé d'un revers de main une demi-douzaine de joueurs d'échecs d'un niveau moyen ou à peine, n'était guère étonnant, bien sûr. Mais ce qui nous laissa à tous une impression déplaisante fut la suffisance avec laquelle Xentovitch nous fit tous sentir un peu trop nettement qu'il nous exécutait d'un revers de main. Chaque fois, il jetait sur l'échiquier un regard qui avait l'air superficiel, en nous effleurant aussi négligemment des yeux que si nous n'étions, nous aussi, que des pièces de bois inertes. Et cette attitude impertinente rappelait, sans qu'on le veuille, la façon dont on jette un morceau à un chien galeux, en détournant les yeux. Avec un peu de doigté, il aurait pu, je trouve, attirer notre attention sur certaines erreurs, ou bien nous encourager par une parole cordiale. Pourtant, même une fois la partie achevée, ce parfait robot des échecs ne prononça pas une syllabe. Après avoir dit mat, il resta immobile devant la table, attendant de savoir si l'on voulait qu'il dispute une seconde partie. Déjà, je m'étais levé, et, désarmé, comme on l'est toujours face à une grossièreté si épaisse, j'entendais indiquer par là qu'avec cette affaire monnayée en dollars, j'avais, pour ma part du moins, épuisé le plaisir d'avoir fait sa connaissance, quand j'entendis avec dépit MacConnor, à côté de moi, lancer de sa voix très rauque « Revanche !» Je fus même effrayé par son ton provocateur, car MacConnor, en cet instant, donnait plutôt l'impression d'être un boxeur, sur le point de frapper, qu'un gentleman courtois. Était-ce la façon désagréable dont Xentovitch nous avait traités, ou simplement son arrogance pathologique et sa susceptibilité? En tout cas, MacConnor était méconnaissable, le visage écarlate jusqu'à la racine des cheveux, les narines dilatées comme sous une forte pression. Il transpirait visiblement, et depuis ses lèvres serrées comme un pli, coupait en deux son menton tendu en avant, l'air agressif. Je reconnus avec inquiétude dans ses yeux l'éclair de la passion incontrôlée qui, d'ordinaire, ne s'empare que des joueurs à la roulette, quand pour la 6e ou 7e fois ils ont doublé leur mise et ne voient pas sortir la bonne couleur. En cette minute, je compris que dans son délire d'arrogance, il allait vouloir jouer encore et encore contre Xentovitch, en simple ou en double, dût-il y laisser toute sa fortune, tant qu'il n'aurait pas gagné au moins une partie. Si Xentovitch persévérait, il avait trouvé une vraie mine d'or en la personne de MacConnor, dont il pouvait tirer quelques milliers de dollars avant de rallier Buenos Aires. Xentovitch ne broncha pas. « Je vous en prie, répondit-il poliment. Ces messieurs ont maintenant les noirs. La deuxième partie ne fut pas différente, sauf que notre cercle avait été renforcé par quelques curieux, et s'était aussi un peu animé. MacConnor fixait du regard l'échiquier, comme s'il avait voulu magnétiser les pièces par son désir de gagner. Je sentais en le voyant qu'il aurait sacrifié avec enthousiasme quelques milliers de dollars pour avoir le plaisir de crier « mat » à cet adversaire impassible. Fait bizarre, une partie de son opiniâtre ténacité passait inconsciemment en nous. Chacun des coups fut discuté avec incroyablement plus de passion qu'auparavant. Sans cesse, l'un d'entre nous retenait l'autre au dernier moment, avant que nous soyons d'accord pour donner le signal qui rappelait Xentovitch à notre table. Peu à peu, nous étions arrivés au 17e coup, et à notre propre stupéfaction, nous étions devant une configuration qui semblait étonnamment favorable, car nous étions parvenus à placer le pion de la colonne C sur l'avant-dernière case, C2. Nous n'avions qu'à l'avancer en C1 pour faire une nouvelle dame. À vrai dire, cette chance un peu trop visible ne nous rassurait pas tout à fait. Nous suspections tous que Xentovitch, bien plus capable d'anticiper sur la situation, nous avait forcément présenté cet avantage que nous semblions avoir conquis, à bon escient, et pour nous enferrer. Mais malgré nos réflexions et nos âpres discussions, nous restions incapables de repérer le piège caché. Finalement, ayant presque atteint le délai imparti, nous résolûmes de risquer le coup. Déjà MacConnor allait toucher le pion pour le placer sur la dernière case quand il se sentit vivement pris par le bras et quelqu'un le murmura à mi-voix mais avec violence « Au nom du ciel, pas cela !» Sans le vouloir, nous fîmes tous volte-face. Un monsieur d'environ 45 ans, dont le visage en lame de couteau m'avait déjà frappé sur le pont Promenade par son étrange teint pâle, presque crayeux, avait dû s'approcher de nous durant les dernières minutes, tandis que nous étions entièrement concentrés sur notre problème. Il ajouta très vite, en sentant nos regards, « Si vous damez le pion maintenant, il va vous attaquer aussitôt avec le fou en C1. Vous le reprendrez avec le cavalier, mais entre-temps il ira en D7 avec son pion libre, et il menacera votre tour, et même si vous faites échec avec le cavalier, vous perdrez et vous serez battu en 9 ou 10 coups.
C'est presque la configuration qu'Alekhine a inaugurée face à Bogolyubov en 1922 au grand tournoi de Pistia. Ébahi, McConnor écarta sa main de la pièce et, stupéfait comme nous tous, dévisagea cet homme qui, tel un ange, tombait du ciel pour nous aider. Pour être capable de calculer que 9 coups plus tard on pourrait dire Matt, c'était forcément un professionnel de premier ordre, un autre champion, peut-être un concurrent qui se rendait au même tournoi. Sa soudaine arrivée et son intervention en un instant, aussi critique, avait quelque chose de presque surnaturel. McConnor fut le premier à se ressaisir. Que conseillerez-vous chuchota-t-il très excité. Ne pas avancer tout de suite, mais esquiver d'abord. Surtout enlever le roi de cette colonne menacée en le déplaçant de G8 en H7. Il va sans doute se mettre à attaquer sur l'autre flanc. Mais vous parerez avec la tour de C8 en C4. Cela lui coûtera 2 coups, un pion et aussi l'avantage. Ensuite, ce sera pion libre contre pion libre. Et si vous tenez bien votre défense, vous arriverez à un patte. Il est impossible de faire mieux. Nous étions à nouveau sidérés. Cette précision, autant que la rapidité de son calcul, avait quelque chose de troublant. On aurait dit qu'il lisait les différents coups sur la page d'un livre. Pourtant, la chance inespérée de pouvoir, grâce à son intervention, terminer notre partie contre un champion du monde par un patte était fascinante. Nous passâmes tous sur le côté afin qu'il puisse regarder plus aisément l'échiquier. McConnor lui redemanda. Donc le roi, de G8 en H7, c'est ça, esquivez, surtout. McConnor obéit, et nous donnâmes le petit coup sur le verre. Xentovitch s'avança vers notre table de son pas régulier, comme toujours, et jaugea d'un seul coup d'œil la riposte. Ensuite, il déplaça son pion, de H2 en H4, du côté de notre roi, exactement comme l'avait prédit notre sauveur inconnu. Et déjà celui-ci chuchotait, tout excité. Avancez la tour de C8 en C4. Il faudra alors qu'il commence par couvrir son pion, mais cela ne va lui servir à rien. Sans vous occuper de son pion libre, vous vous répondrez en déplaçant votre cavalier de C3 en D5, ce qui rétablira aussitôt la situation. Mettez la gomme pour avancer au lieu de vous défendre. Nous ne comprenions pas ce qu'il voulait dire. Pour nous, ces paroles étaient du chinois. Mais McConnor, déjà sous son emprise, joua sans réfléchir, comme l'autre l'avait commandé. Nous fîmes à nouveau teinter le verre afin de rappeler Xentovitch. Pour la première fois, il ne se décida pas aussitôt, mais considéra l'échiquier d'un air intrigué. Puis il joua exactement comme l'inconnu nous l'avait annoncé. Il se prépara à repartir. Pourtant, juste avant qu'il ne s'écarte, quelque chose de nouveau et d'inattendu se produisit. Xentovitch leva les yeux et scruta notre cohorte. Il voulait manifestement repérer qui lui opposait soudain une si énergique résistance. À partir de cet instant, notre excitation devint immense. Jusqu'alors, nous avions joué sans grand espoir, mais l'idée de briser l'orgueil froid de Xentovitch faisait à présent battre nos cœurs plus fort. Déjà, notre nouvel ami nous avait indiqué le coup suivant. Nous allions pouvoir rappeler Xentovitch. Mes doigts tremblaient en cognant la cuillère contre le verre. Ce fut alors notre premier triomphe. Xentovitch, qui, jusqu'ici, avait toujours joué debout, hésita encore, puis finit par s'asseoir. Il s'assit lentement, pesamment, mais par là, il renonçait déjà à la façon qu'il avait eue de nous regarder de haut. Nous l'avions obligé à se mettre, au moins dans l'espace, au même niveau que nous. Il prit tout son temps pour réfléchir, ses yeux immobiles, fixant l'échiquier, si bien qu'on ne distinguait presque plus ses pupilles sous ses paupières sombres, et tandis qu'il s'absorbait dans sa réflexion, sa bouche s'entr'ouvrit petit à petit, ce qui donnait à son visage rond une expression un peu niaise. Xentovitch réfléchit plusieurs minutes, puis il joua et se releva. Déjà notre ami chuchotait, un coup d'attente, bonne idée, mais ne pas s'y laisser prendre, l'obliger à l'échange, c'est indispensable, alors nous serons pattes, et aucun dieu ne pourra rien pour lui. McConnor obéit. Durant les coups suivants qu'ils jouèrent tous les deux, car depuis longtemps nous n'étions plus nous autres que de simples figurants, ce furent des déplacements de pièces auxquels nous ne comprenions rien, et après environ 7 coups, Xentovitch, ayant assez longtemps réfléchi, leva les yeux et dit « Pat ». Pendant un instant, ce fut un silence total. On perçut soudain le bruissement des vagues, ainsi que la radio qui diffusait du jazz dans le salon. On entendit le moindre pas sur le pont promenade, et le très fin sifflement du vent qui filtrait par les interstices du hublot. Tous, nous retenions notre souffle. C'était arrivé trop vite, et nous étions encore presque effrayés par ce fait incroyable. Au cours d'une partie déjà à demi perdue, cet inconnu avait réussi à imposer sa volonté au champion du monde. McConnor se rejeta brusquement en arrière et, reprenant son souffle,
laissa distinctement échapper de ses lèvres un « Ah !» de bonheur. Quant à moi, j'observais Xentovitch. Pendant les derniers coups, j'avais cru voir déjà qu'il pâlissait un peu, mais il arrivait très bien à se contrôler. Il conservait sa raideur et son air indifférent, tout en repoussant d'une main calme les pièces de l'échiquier. Il se contenta de demander négligemment. Ces messieurs souhaitent-ils jouer une troisième partie? La question était posée sur un ton très neutre, très professionnel. Chose étrange cependant, il n'avait pas regardé MacConnor en la prononçant, mais avait braqué un regard acéré sur notre sauveur, comme un cheval reconnaît à son assiette plus ferme un nouveau et meilleur cavalier. Il avait sûrement compris, en voyant les derniers coups, qui était son réel, son véritable adversaire. Sans le vouloir, nos yeux l'imitèrent et se posèrent très intrigués sur l'inconnu. Mais avant même que celui-ci ait pu réagir ou dire un seul mot, MacConnor, emporté par son arrogance, s'est écrié d'un ton triomphant. Et évidemment, mais maintenant il faut que vous jouiez tout seul contre lui. Vous seul, contre Xentovitch. Mais une chose inattendue se produisit. L'inconnu, qui bizarrement avait continué l'air tendu à fixer des yeux l'échiquier, déjà débarrassé, sursauta en sentant tous les regards braqués sur lui et en s'entendant apostropher avec tant d'enthousiasme. Ses traits s'altérèrent. Pas question, messieurs, bafouilla-t-il visiblement troublé. C'est totalement exclu. Je ne peux pas l'envisager, cela fait 20 ans, non, 25 ans que je ne me suis pas assis devant un échiquier. Et je me rends compte maintenant combien je me suis mal comporté en venant me mêler à votre jeu sans y être invité. Excusez mon indiscrétion, je vous en prie. Et je ne veux pas vous importuner plus longtemps. Là-dessus, avant même que nous ayons pu nous remettre de notre stupeur, il s'était retiré et avait quitté la pièce. Mais c'est absolument impossible, tonna MacConnor, bouillant de fureur, et il frappa du poing sur la table. Il n'est pas pensable que cet homme n'ait pas joué aux échecs depuis 25 ans, lui qui calculait chaque coup et chaque riposte avec 5 ou 6 coups d'avance. Ce n'est pas le genre de choses qui s'improvise. C'est absolument impensable, n'est-ce pas? En posant cette question, MacConnor s'était tourné sans le vouloir vers Xentovitch, mais le champion du monde resta d'une froideur imperturbable. Je ne suis pas en mesure d'en juger. Je dirais que ce monsieur a joué d'une façon un peu surprenante et intéressante. C'est d'ailleurs pourquoi j'ai voulu lui laisser une chance. Et en se levant, sans faire mine de rien, il ajouta de son ton neutre. Si ce monsieur, ou vous-même, messieurs, souhaitez disputer une autre partie demain, je serai à votre disposition à partir de 3 heures. Nous ne pûmes contenir un léger sourire. Chacun savait que Xentovitch n'avait pas du tout laissé généreusement sa chance à notre sauveur inconnu, et que cette remarque n'était qu'une naïve tentative de masquer sa propre déconfiture. Cela ne fit qu'augmenter notre désir de voir rabaisser un orgueil aussi inébranlable. D'un seul coup, les passagers paisibles et calmes que nous étions se sentirent remplis d'une envie furieuse et débridée d'en découdre, fascinés que nous étions par l'idée qu'en plein océan et sur notre bateau, le champion du monde pourrait se voir arracher ses palmes, et qu'aussitôt les télégraphes diffuseraient dans tous les azimuts la nouvelle de ce record. S'y ajoutait aussi l'attrait du mystère lié à l'intervention inattendue de notre sauveur, au moment le plus critique, renforcé encore par le contraste entre sa modestie presque angoissée et l'assurance inébranlable du professionnel. Qui était cet inconnu? Le hasard avait-il fait surgir ici un génie des échecs encore insoupçonné? Ou bien était-ce un maître célèbre qui, pour une insondable raison, nous cachait encore son nom? Très excités, nous discutions de toutes ces éventualités sans reculer devant les hypothèses les plus hardies, pour expliquer à la fois l'énigmatique recul et la surprenante déclaration de l'inconnu, ainsi que son art, évidemment, consommer des échecs. Mais nous étions tous d'accord sur un point, ne renoncer en aucun cas au spectacle d'un nouvel affrontement. Nous résolûmes de tout tenter pour que notre sauveur dispute le lendemain une partie contre Xentovitch, dont MacConnor s'engagea à supporter les risques financiers. Comme il s'était avéré, entre-temps, en interrogeant le steward, que l'inconnu était un Autrichien, c'est moi qui fus chargé d'aller soumettre notre requête à mon compatriote. Il ne me fallut pas longtemps pour découvrir sur le pont promenade celui qui nous a fait si vite fausser compagnie. Il était étendu dans une chaise longue et lisait. Avant de m'approcher de lui, je saisis l'occasion pour l'examiner. Sa tête osseuse reposait sur un coussin, dans une attitude de légère fatigue. À nouveau, je fus singulièrement frappé par la pâleur étrange de ce visage, plutôt jeune, dont les tempes étaient encadrées par des cheveux d'un blanc éblouissant. J'avais l'impression, sans savoir pourquoi, que cet homme avait dû vieillir d'un seul coup. À peine m'approchai-je de lui, qu'il se leva poliment et se présenta sous un nom qui me fut aussitôt familier, car c'était celui d'une vieille famille autrichienne fort estimée. Je me rappelais
que l'un des plus proches amis de Schubert le portait, et des médecins particuliers du vieil empereur était issu de cette famille. Lorsque j'expliquai au docteur B que nous lui demandions de relever le défi contre Xentovitch, il fut visiblement ébahi. Je compris qu'il n'avait pas soupçonné qu'en jouant tout à l'heure, il avait valeureusement résisté à un champion du monde, et même au plus brillant de notre époque. Pour une certaine raison, cette information parut l'impressionner très fort, car il s'enquit à nouveau plusieurs fois de suite, si j'étais absolument certain que son adversaire fût en effet champion du monde en titre. Je m'aperçus bientôt que cette circonstance facilitait ma mission, mais conscient de sa sensibilité, je jugeai opportun de ne pas lui dire que McConnor assumait les éventuels risques financiers d'une défaite. Et après avoir longtemps hésité, Monsieur B se déclara prêt à disputer ce match, non sans m'avoir explicitement demandé d'avertir ces messieurs de ne pas fonder d'espérances excessives sur ses capacités. En effet, ajouta-t-il avec un sourire pensif, je ne sais vraiment pas si je suis capable de jouer correctement une partie d'échecs dans les règles. Et croyez-moi, ce n'est pas par fausse modestie que j'ai déclaré ne pas avoir touché à une pièce d'échecs depuis que j'étais lycéen. C'est-à-dire depuis plus de 20 ans. Et même à cette époque, je ne passais pas pour un joueur spécialement doué. Il me disait cela avec tant de naturel que je ne pouvais avoir le moindre doute sur sa sincérité. Je ne pus cependant lui cacher ma surprise de l'avoir vu capable de se souvenir si précisément de chacune des tactiques pratiquées par différents maîtres. Il fallait tout de même au moins qu'il soit beaucoup intéressé à la théorie des échecs. Monsieur B sourit de nouveau avec le même étrange air songeur qu'auparavant. Beaucoup intéressé. Oui, Dieu, c'est qu'on peut le dire. Je me suis beaucoup intéressé aux échecs, mais c'était dans des circonstances très spéciales, voire exceptionnelles. Ce fut une histoire assez compliquée, et on pourrait même la considérer comme un épisode révélateur de notre charmante et grandiose époque. Si vous avez de la patience pour une demi-heure. Il m'avait indiqué la chaise longue à côté de lui. J'acceptai volontiers son invitation. Nous n'avions pas de voisins. Monsieur B enleva ses lunettes de lecture, les posa sur le côté et commença. Vous avez eu l'amabilité de dire qu'étant viennois, vous vous souveniez du nom de ma famille. Mais je suppose que vous n'avez jamais entendu parler du cabinet d'avocats que je dirigeais. D'abord avec mon père, puis seul, car nous ne plaidions aucune des causes commentées dans les journaux, et nous ne prenions aucun nouveau client. En réalité, ce n'était plus vraiment un cabinet d'avocats. Nous nous contentions d'être les conseillers juridiques et les administrateurs du patrimoine des grands monastères dont mon père était proche, comme ancien député du parti clérical. En outre, et aujourd'hui que la monarchie appartient à l'histoire, il n'est plus interdit d'en parler. Nous assurions la gestion des capitaux de quelques membres de la famille impériale. Ses liens avec la cour et le clergé remontaient à 2 générations déjà. Un de mes oncles était le médecin particulier de l'empereur, un autre l'abbé de Zeitenstetten. Il suffisait d'entretenir ces liens et cette confiance dont nous avions hérité nous assurait une activité tranquille, je dirais presque discrète, qui ne requérait en réalité que la réserve et l'honnêteté, les plus strictes caractéristiques que mon défunt père possédait toutes deux au suprême degré. Même durant les années de l'inflation et de l'effondrement du régime, il parvint, grâce à sa grandance, à préserver très largement les considérables fortunes de ses clients. Ensuite, quand Hitler arriva au pouvoir en Allemagne et commença ses razzias contre les biens de l'Église et des monastères, nous eûmes à mener aussi un certain nombre de négociations et de transactions au-delà de la frontière, pour qu'au moins les biens mobiliers ne soient pas saisis. Et nous en savions tout de plus sur certaines négociations politiques secrètes menées par la Curie et la Maison impériale que le public n'en apprendra jamais. En outre, grâce à la discrétion de notre cabinet, nous n'avions même pas de plaque sur notre porte, et à la prudence qui nous faisait tous deux éviter ostensiblement de fréquenter les milieux monarchistes, nous étions certains d'échapper aux recherches inopportunes. De facto, aucune administration en Autriche n'a jamais soupçonné, durant ces années-là, que les messagers secrets de la maison impériale venaient toujours déposer ou chercher leurs courriers les plus importants dans notre insignifiant cabinet au 4e étage. Or, bien avant d'équiper les armées qu'ils allaient lancer à l'assaut du monde, les nationaux socialistes avaient commencé à organiser dans tous les pays voisins une autre armée, dangereuse et disciplinée, elle aussi, la légion des défavorisés, des laissés pour compte, des humiliés. Dans chaque service, dans chaque entreprise, ils avaient installé leurs cellules. Dans toutes les administrations et jusque dans le bureau particulier du Dollfuss,
puis du Schussnick. Leurs mouchards et leurs espions étaient en place, comme je ne l'appris hélas que trop tard. Ils avaient également posté un homme à eux dans notre modeste cabinet. Ce n'était, à vrai dire, qu'un misérable employé de bureau sans aucun talent, que j'avais embauché sur la recommandation d'un curé, simplement pour que notre cabinet ait l'air d'être une firme comme les autres. Nous ne le chargions que de commissions anodines, et de décrocher le téléphone ou de ranger des papiers, mais seulement les documents sans conséquence ni importance aucune. Il ne devait en aucun cas ouvrir le courrier. Je tapais moi-même à la machine toutes les lettres importantes sans en conserver de copie. J'emportais chez moi tous les courriers essentiels. Quant aux consultations secrètes, je les organisais toujours à l'extérieur, et uniquement au prieuré de l'abbaye, ou dans le bureau particulier de mon oncle. Grâce à ces mesures de prudence, ce mouchard ne se rendait pas compte des démarches décisives auxquelles nous procédions. Mais il y eut sans doute un hasard malheureux qui fit penser à ce type ambitieux et suffisant qu'on se méfiait de lui, et que toutes sortes de choses intéressantes se passaient quand il avait le dos tourné. Peut-être qu'en mon absence, un messager imprudent laissa échapper Sa Majesté, au lieu de dire le baron Berne, comme convenu. Ou alors ce scélérat enfreignit l'interdiction et décacheta des lettres. En tout cas, avant même que j'aie pu le suspecter, il fut chargé par Munich ou Berlin de nous espionner. Ce fut seulement beaucoup plus tard, étant depuis longtemps prisonnier, que je me souvins combien sa nonchalance des débuts s'était subitement transformée en un zèle ardent dans les derniers mois de son service, où, à plusieurs reprises, il m'avait proposé presque avec insistance de porter mon courrier à la poste. Je ne puis donc pas m'exonérer d'une certaine imprudence, mais enfin, les plus éminents diplomates et officiers généraux ne se sont-ils pas eux aussi laissés berner par la perfidie des hitlériens et, preuve tangible de l'attention et de la prédilection dont me gratifiait depuis longtemps la Gestapo, le soir où Schussnick annonça sa démission et la veille du jour où Hitler entra dans Vienne, je fus arrêté par les hommes de la SS. Par bonheur, j'avais eu le temps de brûler les papiers les plus importants, juste après avoir entendu le discours d'adieu de Schussnick. Quant aux documents restants, y compris les attestations indispensables pour les fonds déposés à l'étranger par les monastères et deux archiducs, je les fis partir, à la toute dernière minute, juste avant que ces sbires viennent enfoncer ma porte, cachée dans une corbeille de linge que ma vieille gouvernante, une femme de toute confiance, alla porter chez mon oncle. Monsieur B s'interrompit pour allumer un cigare. Dans la brusque lueur de la flamme, je remarquai qu'un frémissement nerveux, qui m'avait déjà frappé, crispait la commissure droite de ses lèvres, et revenait à quelques minutes d'intervalle, comme je pus le constater. C'était un mouvement fugace, à peine plus fort qu'un souffle, mais qui marquait d'une étrange inquiétude tout son visage. Vous supposez sans doute que je vais vous parler maintenant du camp de concentration où furent effectivement expédiés tous ceux qui restaient fidèles à notre vieille Autriche, et des humiliations, des tortures et du martyre que j'y ai subi. Rien de tel n'arriva. Je tombais dans une autre catégorie. Je ne fus pas envoyé rejoindre ces malheureux sur lesquels on se vengeait des ressentiments longtemps accumulés en leur infligeant de mauvais traitements et des humiliations. On me plaça parmi d'autres, beaucoup moins nombreux, dont les nazis espéraient tirer de l'argent ou d'importantes informations. Ma modeste personne n'avait bien sûr aucun intérêt aux yeux de la Gestapo, mais ces gens avaient sans doute appris que nous avions été les hommes de paille, les administrateurs et les confidents de leurs adversaires les plus acharnés, et ils espéraient tirer de moi des renseignements compromettants, de quoi incriminer les monastères qu'ils voulaient convaincre de détournement de fonds, ou aussi la famille impériale et tous ceux qui, en Autriche, sans penser à eux-mêmes, se dévouaient pour la monarchie. Ils supposaient, avec de bonnes raisons, qu'une partie non négligeable de ces fonds qui avaient transité par nos mains était encore cachée quelque part, soustraite à leur avidité. C'est pourquoi ils s'assurèrent de moi, dès le premier jour, pour m'extorquer ces secrets, avec leurs méthodes éprouvées. Voilà pourquoi des gens comme moi, de qui on voulait tirer de l'argent ou d'importants renseignements, n'étaient pas envoyés dans les camps de concentration, mais réservés pour un traitement spécial. Comme vous vous en souvenez peut-être, ni notre chancelier, ni du reste le baron Rothschild, dont ils espéraient que la famille leur verserait des millions, ne furent expédiés, derrière des barbelés dans un camp de prisonniers, traités apparemment en privilégiés. Ils furent transférés dans un hôtel, qui était aussi le quartier général de la Gestapo, l'hôtel Métropole, et installés chacun dans sa chambre particulière. L'homme de peu que je suis bénéficia lui aussi de cet honneur insigne.
Une chambre à soi dans un hôtel, cela paraît tout à fait humain, n'est-ce pas? Cependant, croyez-moi, en s'abstenant de nous entasser à 20 dans une baraque glaciale et en logeant les personnalités que nous étions dans une chambre d'hôtel séparée et passablement chauffée, on ne nous réservait pas un traitement plus humain. On voulait nous appliquer une méthode plus raffinée, car la pression que l'on exerçait pour nous extorquer les renseignements dont on avait besoin devait fonctionner d'une façon plus subtile que les coups de matraque ou les tortures physiques, par l'isolement le plus raffiné qu'on puisse imaginer. On ne nous faisait rien, on nous plaçait simplement dans un néant radical, car c'est bien connu, rien n'exerce sur terre une telle pression sur l'âme humaine que le néant. En nous enfermant, chacun séparément dans un vacuum absolu, dans une pièce hermétiquement coupée du monde, on pensait qu'au lieu d'être exercé de l'extérieur par des coups et le froid, la pression qui finirait par nous obliger à parler s'exercerait de l'intérieur. À première vue, la chambre qui m'était attribuée n'avait pas l'air désagréable du tout. Elle avait une porte, un lit, une chaise, une cuvette pour se laver, une fenêtre à barreaux. Mais la porte restait fermée, jour et nuit, sur la table, et il était interdit de poser un livre, un journal, une feuille de papier ou un crayon. La fenêtre ne donnait que sur un mur coupe-feu. On avait organisé tout autour de moi, et même sur mon corps un total néant. On m'avait enlevé tout objet personnel, ma montre pour que je ne sache pas l'heure, mon crayon pour que je ne puisse rien écrire, mon couteau pour que je ne puisse pas m'ouvrir les veines. La moindre petite griserie, comme celle d'une cigarette, m'était refusée, hormis le gardien, à qui il était interdit de prononcer un seul mot ou de répondre à aucune question. Je ne voyais pas un seul visage humain, et jamais je n'entendais le son d'une voix. Du matin au soir, et du soir au matin, les yeux, les oreilles, tous les sens ne trouvaient rien à saisir. On était désespérément seul, réduit à soi, à son corps et à 4 ou 5 objets muets. La table, le lit, la fenêtre et la cuvette. On vivait comme un plongeur sous une cloche de verre dans l'océan noir de ce silence, mais comme un plongeur qui pressent déjà que le câble le reliant au monde extérieur s'est rompu et que jamais on ne le tirera de cet abîme atone. Il n'y avait rien à faire, rien à écouter, rien à voir. On était de tous côtés et sans cesse environné du néant, d'un vide privé d'espace et de temps. On faisait les 100 pas, et dans la tête, vos pensées vous accompagnaient, marchaient elles aussi sans arrêt. Or, même si elles semblent immatérielles, les pensées ont besoin d'un point d'appui. Sinon elles se mettent à tourner et à tourbillonner sans but sur elles-mêmes. Elles non plus ne supportent pas le néant. Du matin jusqu'au soir, on attendait quelque chose et rien ne se passait. On recommençait à attendre, il ne se passait rien. On attendait, on attendait, on attendait. On réfléchissait, on réfléchissait, on réfléchissait, jusqu'à en avoir mal aux tempes. Rien ne se passait. On restait seul, seul, seul. Cela dura 15 jours où je vécus hors du temps, hors du monde. Si une guerre avait éclaté, je n'en aurais rien su, car mon univers était réduit à une table, une porte, un lit, une cuvette, une fenêtre, une chaise, un mur, et mes yeux regardaient fixement ce mur, avec son papier peint. La moindre ligne de son motif en zigzag a été gravée comme par un stylet de bronze dans les moindres replis de mon cerveau, tant je l'ai contemplé. Ensuite, enfin, les interrogatoires commencèrent. On était soudain convoqués, sans bien savoir si c'était le jour ou la nuit. On était appelés. On nous faisait emprunter plusieurs couloirs sans savoir où on allait. Puis on attendait quelque part, sans savoir où. Et soudain, on se retrouvait devant une table, autour de laquelle étaient assis quelques personnages en uniforme. Sur la table, une pile de papiers, des documents dont on ignorait le contenu. Alors commençaient les questions, les vraies et les fausses, les claires et les sournoises, les questions écrans et les questions pièges. Et tandis qu'on répondait, des doigts étrangers, hostiles, feuilletaient ces papiers dont on ignorait le contenu. Et ces doigts étrangers, hostiles, écrivaient quelque chose dans un procès-verbal, et on ignorait ce qu'ils écrivaient. Mais le plus terrible pour moi durant ces interrogatoires, c'était de ne jamais réussir à deviner ni à me rendre compte de ce que ces gens de la Gestapo savaient réellement sur l'activité de mon cabinet, et de ce qu'ils voulaient m'extorquer. Comme je vous l'avais déjà dit, j'avais fait passer à mon oncle, à la dernière minute et par l'intermédiaire de ma gouvernante, les documents vraiment compromettants. Mais les avait-il reçus? Ne les avait-il pas reçus? Et qu'avait au juste révélé l'employé scélérat? Combien de lettres avait-il interceptées et combien d'autres en avait-il peut-être
soutiré à temps à un ecclésiastique maladroit dans les monastères allemands que nous gérions. Et il questionnait. Quelle valeur avais-je acheté pour tel monastère? Avec quelle banque étais-je en correspondance? Connaissais-je ou non un monsieur un tel? Avais-je reçu des lettres de Suisse ou de Steno-Kurzel? Et comme je n'arrivais pas à me rendre compte de ce qu'ils avaient déjà reconstitué, la moindre réponse comportait une responsabilité immense. Si j'admettais quelque chose qu'ils ne savaient pas encore, je livrais peut-être gratuitement quelqu'un entre leurs mains cruelles. Si j'en niais trop, je me nuisais à moi-même. Le pire, ce n'était pourtant pas les interrogatoires. Le pire, c'était de revenir dans mon néant, après l'interrogatoire, dans la même chambre, avec la même table, le même lit, la même cuvette, le même papier peint. Car à peine seul avec moi-même, j'essayais de reconstituer ce qu'il aurait été plus intelligent de répondre, et qu'il faudrait que je dise la prochaine fois pour détourner tel soupçon, que peut-être telle remarque inconsidérée de ma part avait suscité. Je réfléchissais, j'examinais, je vérifiais, je soupesais mes dépositions, jusqu'au moindre mot que j'avais prononcé devant le juge d'instruction. Je me remémorais chacune des questions qu'ils avaient posées, chaque réponse que j'avais donnée. J'essayais d'imaginer ce qu'ils avaient pu enregistrer dans leur procès-verbal, et tout cela en sachant que je ne pourrais jamais m'en rendre compte et le reconstituer. Mais une fois lancé dans cette pièce vide, ces idées n'arrêtaient pas de tourner et tourner dans ma tête, se combinant et se recombinant sans cesse autrement. Et cela continuait jusque dans mon sommeil. Après chaque nouvelle audition devant la Gestapo, mes propres pensées continuaient à me martyriser impitoyablement avec ces questions, ces doutes et ces tourments. Et c'était peut-être encore plus cruel, car si les auditions se terminaient au bout d'une heure, elles, en revanche, ne s'arrêtent jamais. À cause de la torture insidieuse qu'était cette solitude. Et jamais, rien d'autre autour de moi, hormis cette table, cette armoire, ce lit, ce papier peint, cette fenêtre. Aucune distraction, pas un livre, pas un journal, pas un visage, pas un crayon pour noter quelque chose, pas une allumette pour jouer avec. Rien, rien, rien. Alors seulement je commençai à comprendre quel sens diabolique avait ce système de la chambre d'hôtel, cette sorte d'assassinat psychologique. Dans un camp de concentration, on aurait peut-être été forcé de charrier des pierres, jusqu'à en avoir les mains en sang et les pieds gelés dans ses chaussures. On aurait dormi parqué et entassé avec 2 douzaines d'hommes dans la puanteur et le froid. Mais on aurait vu des têtes, on aurait pu fixer les yeux sur quelque chose, un champ, une brouette, un arbre, une étoile, n'importe quoi. Alors qu'ici, c'était toujours la même chose, le même spectacle autour de vous, cet horrible même spectacle. Il n'y avait rien ici qui puisse me distraire de mes pensées, de mes élucubrations, de mes ratiocinations maladives. Et c'était exactement ce qu'il cherchait. Il fallait que je ressasse et rabâche mes pensées jusqu'à ce qu'elles s'étouffent, jusqu'à ce qu'elles m'étouffent, et que j'en sois réduit à les leur cracher, à les leur révéler, à leur déclarer tout ce qu'ils voulaient et à leur livrer pour finir toutes les informations et les personnes. Peu à peu, je sentais que mes nerfs allaient bientôt lâcher sous cette affreuse pression du néant. Et, conscient de son danger, je tendais mes forces à l'extrême, afin de trouver ou d'inventer une échappatoire, quelle qu'elle soit. Pour m'occuper, j'essayais de me réciter et de reconstituer tout ce que j'avais un jour appris par cœur. Notre hymne national et les comptines de mon enfance, des vers d'Homère appris au lycée, des paragraphes du code civil. Ensuite, j'essayais le calcul en additionnant des nombres pris au hasard, puis en les divisant. Mais ma mémoire n'arrivait pas à les retenir dans ce vide. Je ne pouvais me concentrer sur rien. Toujours la même pensée surgissait soudain. Que savent-ils? Que leur ai-je dit hier? Que faut-il que je dise la prochaine fois? Cette situation, à vrai dire indescriptible, dura 4 mois. Bon, 4 mois, cela s'écrit facilement. Cela fait juste quelques lettres et seulement 3 syllabes à prononcer, du bout des lèvres. Mais personne ne peut décrire, ne peut mesurer, ne peut se représenter concrètement ni à soi-même, ni à quelqu'un autre la durée que représente ce temps dans un lieu privé d'espace et de temps. Et on ne peut expliquer à personne comment cela vous ronge et vous détruit, ce néant, ce néant autour de vous, cet éternel confinement entre la table, le lit, la cuvette et le papier peint, avec toujours le silence, toujours le même gardien qui, sans vous regarder, vous dépose de quoi manger, et toujours les mêmes pensées qui, dans le néant, tournent autour de la même chose, jusqu'à ce qu'on devienne fou. À de menus indices, je me rendais compte, non sans mon inquiétude, que mon cerveau se troublait. Au début, j'avais réussi à rester lucide au cours des auditions,
J'avais déposé nettement, posément. J'arrivais encore à réfléchir à deux niveaux, ce que je devais dire et ce que je ne devais pas dire. À présent, même pour les phrases les plus simples, je ne faisais plus que bredouiller, car pendant que je déclarais quelque chose, mes yeux se fixaient, hypnotisés, sur la plume qui courait sur la feuille du procès-verbal, comme si je voulais poursuivre mes propres paroles. Je sentais que mes forces diminuaient. Je sentais se rapprocher le moment où, pour me sauver, je dirais tout ce que je savais, et peut-être davantage, et où, pour échapper à l'étreinte de ce néant, je trahirais 12 personnes avec leurs secrets, et sans y gagner plus pour moi-même qu'un bref instant de répit. Il y eut un soir où j'en étais vraiment là. Et quand le gardien m'apporta de quoi manger dans un de ces instants où j'étouffais, je criai soudain dans son dos. Emmenez-moi à l'audition. Je vais tout dire. J'ai une déposition à faire. Je dirai où sont les papiers, où est déposé l'argent, je dirai tout, absolument tout. Par bonheur, il ne m'entendait plus. Peut-être aussi qu'il ne voulait pas m'entendre. Ce fut dans cette détresse extrême que se produisit quelque chose d'inattendu, qui fut mon salut, ou qui me sauva au moins pour un certain temps. C'était à la fin de juillet, un jour sombre, couvert, pluvieux. Si je me souviens très précisément de ce détail, c'est parce que dans le couloir par où l'on m'emmenait à l'audition, la pluie tambourinait contre les vitres. Je dus attendre dans l'antichambre du juge d'instruction. On me faisait attendre avant chaque séance. Ce temps d'attente faisait aussi partie de leur technique. On commençait par nous mettre les nerfs à vif, en nous appelant et en venant nous chercher brusquement dans notre cellule au milieu de la nuit. Puis, quand on s'était préparé à l'audition, que l'on avait déjà tendu son esprit et sa volonté pour résister, on nous faisait attendre sans raison, simplement attendre 1 heure, 2 heures, 3 heures, jusqu'à l'audition, pour fatiguer le corps et briser l'âme. Et on me fit attendre particulièrement longtemps, 2 grandes heures debout dans l'antichambre, ce 27 juillet, un jeudi si je me souviens de cette date, c'est pour une raison précise. Dans cette antichambre où je dus stationner pendant 2 heures sans m'asseoir, car c'était interdit, bien entendu, était accrochée une éphéméride, et je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais dans ma soif de voir quelque chose d'imprimé, je ne pouvais détacher mes yeux de cette indication sommaire sur le mur. 27 juillet. Je l'absorbais, et la gravais pour ainsi dire dans mon cerveau. Puis je me remis à attendre, à regarder fixement la porte, en me demandant quand elle s'ouvrirait enfin, et à réfléchir sur ce que les inquisiteurs allaient bien pouvoir me demander cette fois, tout en sachant qu'ils ne me poseraient pas du tout les questions auxquelles je me préparais. Mais en même temps, le tourment de cette attente debout me faisait du bien. C'est un plaisir, parce que cette pièce était quand même un autre lieu que ma chambre, un peu plus vaste, avec 2 fenêtres au lieu d'une, et sans le lit et la cuvette, et sans une certaine fissure sous la fenêtre que j'avais regardée 1 million de fois. La porte était peinte dans une autre couleur, la chaise devant le mur était différente, et à sa gauche il y avait une armoire de bureau avec des dossiers, et un vestiaire avec des crochets auxquels pendaient 2 ou 3 manteaux militaires mouillés, ceux de mes tourmenteurs. J'avais donc là quelque chose de nouveau à considérer. Enfin quelque chose de différent pour messieurs affamés, et ils s'accrochaient avec avidité au moindre détail. J'observais le moindre pli de ses manteaux. Je remarquai par exemple une goutte rester accrochée à l'un de ses cols mouillés, et, si ridicule que cela puisse vous paraître, j'attendis avec une émotion insensée de voir si cette goutte allait enfin couler le long du pli, ou si elle continuerait à résister à la pesanteur et resterait là encore un peu. Oui, je regardai fixement cette goutte pendant plusieurs minutes, en retenant mon souffle, comme si ma vie y était suspendue. Et quand elle fut enfin tombée, je me mis à compter les boutons, un à un, sur les différents manteaux. 8 sur le premier, 8 sur le suivant, 10 sur le troisième. Ensuite, je comparais les différents revers. Mes yeux affamés exploraient, entouraient, saisissaient ces détails ridicules et insignifiants, avec une avidité que je ne puis décrire. Et soudain mon regard s'arrêta net sur quelque chose. J'avais découvert que, sur l'un des manteaux, la poche latérale était légèrement boursouflée. Je m'approchai et crus reconnaître à la forme rectangulaire de cette bosse ce que recelait cette poche un peu gonflée. Un livre. Mes genoux se mirent à trembler. Un livre. Pendant 4 mois, je n'en avais pas tenu un entre mes mains. Et la simple idée d'un livre dans lequel on puisse voir une suite de mots, de lignes, des pages, des feuilles, un livre où l'on puisse lire des pensées différentes, nouvelles, inconnues, distrayantes, pour les suivre et se les mettre en tête, avec quelque chose de grisant et d'étourdissant à la fois. Hypnotisé, mes yeux restaient fixés sur le léger ronflement que faisait le livre dans cette poche. Il dardait des rayons brûlants sur cet endroit insignifiant, comme s'il voulait faire un trou dans ce manteau. Pour finir, je ne pus me retenir davantage, et sans le vouloir, je m'approchai encore,
La simple idée de pouvoir, ne fût-ce que palper un livre à travers ce tissu, me donnait des picotements brûlants dans les doigts et jusqu'au bout des ongles. Presque sans m'en rendre compte, je me décalai le long du mur, de plus en plus près. Par chance, le gardien ne prêta pas attention à mon comportement plutôt bizarre. Mais peut-être trouvait-il naturel, au fond, qu'après avoir attendu debout pendant 2 heures, quelqu'un ait envie de s'appuyer un peu contre le mur. Je finis par me retrouver juste à côté du manteau. Et j'avais fait exprès de mettre mes mains derrière mon dos pour pouvoir discrètement toucher le manteau. Je tâtai le tissu, et je sentis en effet qu'il y avait en dessous un objet rectangulaire. Quelque chose d'assez souple et qui crissait légèrement. Un livre. Un livre. Et comme un éclair, l'idée fulgura en moi. Vole ce livre. Peut-être vas-tu y arriver. Alors tu pourras le cacher dans ta cellule et lire. 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 Enfin lire à nouveau. À peine surgie, cette idée me pénétra en agissant comme un puissant poison. Mes oreilles se mirent à bourdonner, mon cœur à battre. La chamade, mes mains se glacèrent et cessèrent de m'obéir. Mais après ce premier instant de malaise, je me rapprochai encore du manteau, sans bruit et en souplesse, les yeux fixés sur le gardien. Je fis remonter peu à peu le livre dans la poche, et en appuyant dessus de mes mains cachées dans mon dos, puis d'un geste prudent et léger, je le saisis et me retrouvai avec un petit livre, plutôt mince, dans la main. Alors seulement je fus effrayé de ce que j'avais fait, mais impossible de revenir en arrière. Où le mettre maintenant? Je fis passer le volume dans mon pantalon, toujours derrière mon dos, à l'endroit où la ceinture serrait, et de là, petit à petit, jusque sur ma hanche, afin qu'en marchant, je puisse le retenir de ma main sur la couture du pantalon, comme fait un militaire. J'essayai aussitôt. Je m'éloignai du vestiaire d'un pas, de deux, puis de 3 pas. Cela marchait. Il était possible de tenir le livre tout en avançant, à condition d'appuyer fortement la main sur la ceinture. Ensuite, ce fut l'interrogatoire. Il me réclama plus d'efforts que jamais, car tandis que je répondais, toute mon attention était en réalité concentrée sur le livre, que je devais maintenir discrètement, et non sur ma déposition. J'eus la chance que cette fois l'audition soit courte, et je rapportai le livre sans encombre dans ma chambre. Je ne veux pas vous ennuyer avec trop de détails. Il y eut juste un moment où il glissa dangereusement dans mon pantalon, au milieu du couloir, et j'ai dû simuler une violente quinte de toux pour me plier en deux, afin de bien le replacer sous ma ceinture. Mais quelle seconde ce fut quand je me retrouvai avec lui dans mon petit enfer, enfin seul, et pourtant plus du tout seul. Vous allez supposer maintenant que je sortis aussitôt le livre pour le regarder et le lire. Pas du tout. Je voulus d'abord savourer pleinement la joie d'avoir un livre avec moi, et je fis consciemment durer mon plaisir et mon excitation en jouant à imaginer comment je souhaitais que soit ce livre volé, surtout imprimé, très serré, contenant beaucoup, beaucoup de mots, beaucoup, beaucoup de pages fines, pour que j'aie de quoi lire plus longtemps. Ensuite, je souhaitais que ce soit une œuvre qui me demanderait des efforts intellectuels, rien de plat, rien de facile, mais quelque chose qui puisse s'apprendre par cœur, de préférence des poèmes, et de préférence, quel rêve téméraire, un Goethe ou un Homère. Cependant, je ne pus retenir plus longtemps mon désir, ma curiosité. Allongé sur le lit, afin que le gardien, s'il ouvrait la porte, ne puisse pas me prendre sur le fait, je tirai en tremblant le volume de sous ma ceinture. Au premier regard, je fus déçu, et même contrarié, presque rageur. Ce butin dérobé, en prenant d'énormes risques, ce livre subtilisé avec tant d'espoir passionné, n'était rien d'autre qu'un répertoire de parties d'échecs, une collection de 150 parties disputées par des maîtres. Si je n'avais pas été sous les verrous, enfermé, j'aurais, dans ma colère, aussitôt jeté le livre par une fenêtre ouverte. Car que pouvais-je faire, qu'avais-je à faire d'une absurdité pareille? Jeune garçon, je m'étais parfois essayé au lycée devant un échiquier, mais, comme presque tout le monde, pour tromper l'ennui. Mais à quoi pouvait me servir cet ouvrage théorique? On ne peut pas, on ne peut quand même pas jouer aux échecs sans un partenaire, et encore moins sans pièces, sans échiquier. Maussade, je tournais les pages pour y découvrir peut-être malgré tout quelque chose à lire, une introduction, un mode d'emploi, mais je ne voyais, dans des encadrés, que les diagrammes des différents tournois avec des signes au-dessus, que tout d'abord je ne compris pas. A2, A3, CF1, G3, etc. Tout cela m'apparaissait comme une sorte d'algèbre dont je ne connaissais pas la clé. Ce fut progressivement que je déchiffrai l'énigme. Les lettres A, B, C désignaient les colonnes verticales, les chiffres 1 à 8 les rangées transversales, et leur association notait la situation respective de chaque pièce. Du coup, les diagrammes purement graphiques devenaient une sorte de langage,
En réfléchissant, je me dis que j'arriverai peut-être à fabriquer dans ma cellule une sorte d'échiquier où j'essaierai de rejouer ces parties. Et il m'a paru comme un signe du ciel que le drap sur mon lit soit justement un tissu à carreaux. En le repliant d'une certaine façon, je parvins à délimiter une surface de 64 cases. Dans un premier temps, je dissimulai le livre sous mon matelas, après en avoir arraché la première page. Ensuite, avec des petites miettes de mon pain que je mettais de côté, je commençai d'une façon bien sûr ridicule et très imparfaite à modeler comme je pouvais les différentes pièces. Le roi, la reine, etc. Après d'interminables efforts, je pus enfin tenter de reconstituer, sur les carreaux du drap, les positions présentées dans le manuel d'échecs. Mais lorsque j'essayai de jouer toute la partie, ce fut d'abord un énorme fiasco, à cause de mes ridicules pièces en mie de pain dont j'avais coloré la moitié pour les distinguer des autres en les noircissant avec de la poussière. Durant les premiers jours, je n'arrêtais pas de m'embrouiller. 5, 10, 20 fois je dus reprendre depuis le début cette partie. Mais qui sur cette terre disposait d'autant de temps inutilisé et inutile que moi, l'esclave du néant? Qui était armé d'un désir et d'une patience aussi immenses? Au bout de 6 jours, j'étais déjà capable de jouer cette partie sans la moindre erreur. Après 8 autres jours, je n'avais même plus besoin des morceaux de mie sur le drap pour me représenter les positions figurant dans le manuel. Et après encore 8 autres jours, je pus même me passer des carreaux du drap. Les signes A1, A2, C7, C8, qui m'avaient d'abord paru abstraits, se transformaient automatiquement dans ma tête, en position concrète, visualisée. La transposition était parfaite. J'avais projeté l'échiquier dans mon esprit avec toutes ses pièces, et les simples formules me suffisaient pour voir chaque position. Comme un simple regard sur la partition suffit à un musicien expérimenté pour entendre chacune des voix, ainsi que l'harmonie de l'ensemble. Avec 15 jours de plus, je fus capable de rejouer sans aucun effort, par cœur, ou, comme on dit dans le métier, à l'aveugle, toutes les parties du manuel. Alors seulement, je me rendis compte quel inépuisable bienfait m'avait obtenu mon imprudent larcin, car d'un seul coup, j'avais de quoi m'occuper. Une occupation absurde, gratuite, je vous l'accorde, mais qui abolissait ce néant autour de moi. Avec ses 150 parties de maître, je possédais une arme merveilleuse contre l'accablante monotonie de l'espace et du temps. Pour me conserver intact l'attrait de cette nouvelle activité, je découpais précisément ma journée à partir de ce moment-là. 2 parties le matin, 2 l'après-midi, et le soir encore une répétition rapide de l'ensemble. Ainsi ma journée était remplie, alors avant qu'elle s'étalait, informe, comme de la gélatine. J'étais occupé sans me fatiguer, car le jeu d'échecs a l'avantage merveilleux qu'en focalisant l'énergie intellectuelle sur un champ strictement délimité, il ne fatigue pas le cerveau, même quand celui-ci réfléchit avec une extrême concentration. Au contraire, il renforce sa vivacité et sa réactivité. Au fur et à mesure que je rejouais, tout d'abord mécaniquement ces parties disputées par des maîtres, je sentis s'éveiller peu à peu en moi un plaisir d'artiste à les comprendre. J'appris à repérer les finesses, les ruses et les méchants coups dans l'attaque et dans la défense. Je saisis mieux les techniques permettant d'anticiper et de combiner, de riposter. Bientôt, je pus distinguer le style personnel et la tactique de chaque champion d'échecs, aussi sûrement que je sais reconnaître un poète au bout de quelques vers. Ce qui avait été d'abord une simple occupation pour passer le temps devint un plaisir, et les figures de grands stratèges des échecs, tels Alekhine, Laxer, Bokoudjoubov ou Tartakower, s'invitèrent dans ma solitude comme de chers camarades. Un divertissement sans fin animait chaque jour ma cellule silencieuse, et la régularité même de mes exercices permit à mes facultés mentales de retrouver leur assise déjà ébranlée. Et il me semblait que mon cerveau s'était rafraîchi, et que, grâce à cette stricte discipline intellectuelle, il avait même acquis une acuité nouvelle. Ce fut surtout durant les auditions qu'il s'avéra que ma pensée s'était clarifiée et concentrée, inconsciemment. J'avais perfectionné devant l'échiquier ma défense face aux feintes menaces et aux ruses perfides. À partir de ce moment-là, je parvins à ne plus laisser voir mes points faibles pendant les auditions, et j'eus même l'impression que les sbires de la Gestapo commençaient peu à peu à me considérer avec un certain respect. Peut-être se demandait-il apparu, en voyant tous les autres s'effondrer, dans quelles ressources secrètes je puisais, moi, la force nécessaire à cette inébranlable résistance. Cette période heureuse pour moi, où jour après jour je rejouais systématiquement les 150 parties de ce manuel, dura environ 2 mois et demi ou 3 mois. Puis sans l'avoir vu venir, je me retrouvai au point mort. Soudain, j'étais à nouveau face au néant, car lorsque j'avais joué 20 ou 30 fois une certaine partie, elle perdait son charme initial, son côté surprenant et tout d'abord stimulant, excitant, était épuisé.
À quoi bon répéter encore et encore des parties dont je connaissais chaque coup par cœur depuis longtemps? À peine avais-je joué l'ouverture que le cours de la partie se dessinait quasi automatiquement en moi. Il n'y avait plus aucune surprise, aucun suspense, aucun problème. Pour m'occuper, me procurer une activité, une distraction qui m'était devenue indispensable, il m'aurait en réalité fallu un autre manuel avec d'autres parties. Mais comme ceci était tout à fait impossible, il n'y avait qu'un seul moyen pour sortir de cette étrange impasse, pour remplacer ces parties-là. Il fallait que j'en invente de nouvelles. Il fallait que j'essaie de jouer avec moi-même, ou plutôt contre moi-même. Bon, j'ignore dans quelle mesure vous avez déjà réfléchi à l'état d'esprit que suscite ce roi des jeux, mais une très rapide réflexion devrait suffire à vous éclairer sur un point. Les échecs étant un jeu purement intellectuel où le hasard est exclu, il est d'une évidente absurdité de vouloir jouer contre soi-même. L'unique attrait des échecs, c'est au fond qu'une stratégie se développe différemment dans deux cerveaux différents, que dans cette bataille intellectuelle, les noirs, ne connaissant pas les raisons tactiques des blancs, tentent sans cesse de les deviner et de les contrecarrer, tandis que le blanc, de leur côté, s'emploie à prendre de vitesse et à parer les intentions secrètes des noirs. Si les blancs et les noirs étaient commandés par la même personne, cela créerait la situation aberrante qu'un seul et même cerveau devrait à la fois savoir quelque chose et l'ignorer, de sorte qu'en jouant les blancs, il puisse à volonté complètement oublier ce qu'il voulait et viser une minute plus tôt en jouant les noirs. Ce genre de réflexion en deux niveaux exige à vrai dire d'avoir une conscience coupée en deux, une aptitude à connecter et à déconnecter à plaisir le fonctionnement de son cerveau, comme dans un appareil mécanique. Vouloir jouer aux échecs contre soi-même, c'est donc aussi paradoxal que de vouloir sauter par-dessus son ombre. Eh bien, pour faire court, je dirais que pendant des mois, désespéré comme j'étais, je me suis lancé dans ce projet impossible et absurde. Mais je ne voyais rien d'autre à part cette aberration pour échapper à la folie pure et simple, et ne pas sombrer dans un total marasme intellectuel. J'étais contraint, par mon effroyable situation, à tenter au moins de me scinder en un moi noir et un moi blanc, pour ne pas être écrasé par l'atroce néant qui m'environnait. Monsieur B s'enfonça dans sa chaise longue, et ferma les yeux une minute. On eût dit qu'il essayait de bloquer violemment un souvenir traumatisant. Il fut repris de ce singulier frémissement nerveux qu'il ne contrôlait pas, à la commissure gauche de ses lèvres, puis il se redressa un peu, en s'appuyant sur les accoudoirs. Voilà, jusqu'ici, j'espère avoir pu tout vous expliquer assez clairement, mais je ne suis, hélas, pas certain d'être capable de vous décrire la suite avec la même clarté, car cette nouvelle occupation exigeait une si radicale tension d'esprit qu'il était impossible de rester en même temps maître de soi. Je vous ai déjà suggéré qu'à mon avis, c'est une aberration de prétendre jouer aux échecs contre soi-même. Cependant, cette absurdité aurait peut-être eu une minuscule chance d'aboutir face à un vrai échiquier, parce que sa réalité concrète permet de prendre une certaine distance, de changer matériellement de territoire. Devant un échiquier et des figures véritables, on peut ménager des pauses pour réfléchir, on peut se déplacer physiquement d'un côté de la table à l'autre, pour visualiser la situation tantôt du point de vue des noirs, tantôt de celui des blancs. Mais obligé comme je l'étais de projeter dans un espace imaginaire ces combats contre moi-même ou, si vous voulez, avec moi-même, je devais conserver nettement gravé dans ma conscience chaque position sur les 64 cases, et outre la configuration dans l'instant, calculer aussi d'avance les possibles coups à venir des deux partenaires. C'est-à-dire, je sais combien tout cela paraît absurde, en imaginer le double ou le triple, ou plutôt 6 fois, 8 fois, 12 fois plus de coups pour chacun de mes mois, en calculant toujours 4 ou 5 coups d'avance pour les noirs et pour les blancs. En jouant dans cet espace abstrait et imaginaire, pardonnez-moi si je vous demande d'entrer dans ce délire. Je devais calculer d'avance 4 ou 5 coups comme titulaire des blancs, et la même chose comme titulaire des noirs. Donc en quelque sorte faire fonctionner à l'avance deux cerveaux, celui des blancs et celui des noirs, afin de gérer le développement de toutes les situations qui pouvaient se présenter. Pourtant le plus dangereux dans cette expérience aberrante n'était pas même ce dédoublement, mais le fait que soudain, en inventant moi-même des parties, je n'avais plus rien de solide sous les pieds, et que je commençais à sombrer. Rejouer simplement des parties de championnat, comme je l'avais fait les semaines précédentes, n'avait été au fond qu'une activité consistant à reproduire, à purement récapituler une matière préexistante, et ce n'était pas plus éprouvant que si j'avais appris des poèmes par cœur ou mémorisé des articles de loi. C'était une activité réglée, circonscrite, et donc un excellent exercitium mental. Les deux parties que je jouais le matin, ainsi que les deux du soir, étaient une sorte de pensum, dont je m'acquittais sans aucun investissement affectif. Elles remplaçaient pour moi une activité normale. En outre, si je me trompais dans le déroulement d'une partie, ou si je me retrouvais bloqué, je pouvais toujours me raccrocher au manuel,
Et si cette activité avait été si bénéfique et apaisante pour mes nerfs ébranlés, c'est tout simplement parce que, en rejoignant les parties d'autrui, je ne me mettais pas moi-même en jeu. Il m'était indifférent que les noirs ou les blancs soient vainqueurs, puisque c'était Alekhine ou Bokoljubov qui s'affrontaient pour décrocher la palme du champion. Pour ma part, si j'appréciais avec mon intelligence et ma sensibilité les péripéties et les beautés de ces parties, c'était en spectateur, en connaisseur. Mais à partir du moment où j'essayais de jouer contre moi-même, je commençais à me lancer inconsciemment des défis. Chacun de mes 2 mois, celui des blancs et celui des noirs, voulait surpasser l'autre. Ils se laissaient chaque fois envahir par une ambition et une impatience de vaincre, de gagner. Après chaque coup, mon moi noir attendait fébrilement de voir ce qu'allait faire mon moi blanc. Chacun de mes 2 mois triomphait quand l'autre commettait une erreur, et en même temps il se reprochait amèrement sa propre maladresse. Tout ceci paraît absurde et une schizophrénie aussi artificielle, un tel clivage de la conscience. Une matinée d'une dangereuse excitation serait en effet impensable chez quelqu'un de normal et dans une situation normale. Mais n'oubliez pas que j'avais été violemment arraché à toute réalité normale, que j'étais un prisonnier, un détenu innocent, torturé avec raffinement depuis des mois au moyen de la solitude, un homme qui voulait depuis longtemps se délivrer, peu importe comment, de la rage accumulée en lui. Et comme je n'avais rien, à part ce jeu insensé contre moi-même, ma rage et mon désir de vengeance s'y engouffrèrent frénétiquement. Quelque chose en moi voulait avoir gain de cause, et je n'avais comme adversaire possible que cet autre moi intérieur. C'est pourquoi cette façon de jouer me plongea dans une excitation quasi maniaque. Au tout début, j'avais joué avec calme et réflexion. J'avais ménagé des pauses entre les différentes parties pour récupérer après l'effort, mais peu à peu, l'énervement m'avait rendu l'attente insupportable. À peine mon moi blanc avait-il joué que mon moi noir ripostait avec fébrilité. À peine une partie était-elle terminée que je me lançais le défi d'en disputer une autre, car à chaque fois, l'un de mes 2 mois de joueur d'échecs avait été vaincu par l'autre et réclamait sa revanche. Je ne pourrais jamais dire, même approximativement, combien de parties j'ai joué, ainsi, car à cause de ce désir insatiable, insensé durant les derniers mois passés dans ma cellule, 1000 peut-être, ou davantage encore. J'étais comme possédé et n'y pouvais rien changer. Du matin au soir, je n'avais rien d'autre dans la tête que fou, pion, tour, roi, A, et B, essai, maths et roc. Et l'image des cases absorbait tout mon être, tous mes sentiments. Le plaisir de jouer était devenu une forte envie de jouer. Cette envie, un besoin, une manie, une frénésie enragée qui envahissait non seulement chaque heure de la journée, mais aussi peu à peu mon sommeil. Je ne réfléchissais plus qu'aux échecs, qu'au déplacement des pièces et à des problèmes d'échecs. Je m'éveillais parfois, le front trempé, et je me rendais compte que, même en dormant, j'avais dû continuer inconsciemment à jouer. Et quand je rêvais de quelqu'un, je le voyais toujours en train de se déplacer comme le fou, la tour, ou bien faisant le saut du cavalier, en avant et en arrière. Même quand j'étais appelé pour l'interrogatoire, je n'arrivais plus à délimiter nettement mes responsabilités. J'ai le sentiment de m'être exprimé de façon assez embrouillée dans mes dernières dépositions, car les enquêteurs se regardaient parfois d'un air ébahi. Mais pendant qu'ils m'interrogeaient ou se concertaient, je ne faisais en réalité qu'attendre, dans mon insatiable désir, le moment d'être reconduit dans ma cellule afin de poursuivre mon jeu d'aimant, et faire une nouvelle partie, et encore une autre, et une autre. La moindre interruption me dérangeait. Même le quart d'heure où le gardien faisait le ménage de ma cellule, les 2 minutes où il m'apportait à manger, mettaient ma fébrile impatience au supplice. Le soir, il arrivait que l'écuelle contenant mon repas n'ait pas été touchée. J'avais oublié de manger, à cause du jeu. Ma seule sensation physique était une effroyable soif, due sans doute à la fièvre causée par ses réflexions et ses parties incessantes. Je vidai la carafe en 2 gorgées, et j'ennuyai le gardien en lui en demandant une autre, alors qu'une seconde plus tard, j'avais déjà de nouveau la bouche sèche. À la fin, mon excitation, en jouant, et je ne faisais plus que cela, du matin jusque dans la nuit, augmenta à tel point que je devins incapable de rester assis tranquillement un seul instant. J'allais et venais sans cesse en réfléchissant aux différentes parties, toujours plus vite, encore plus vite, dans un sens et dans l'autre, et de plus en plus fébrilement, à mesure que l'issue de la partie se rapprochait. Le désir effréné de l'emporter, de triompher sur moi-même, devenait peu à peu une espèce de rage. Je frémissais d'impatience, car mon premier moi aux échecs trouvait toujours l'autre moi trop lent. Chacun des deux poussait l'autre à accélérer, et quand l'un de mes 2 mois ne ripostait pas assez vite au gré de l'autre, si ridicule que cela puisse vous paraître, je commençais à m'invectiver. Allez, plus vite! Ou bien avance, avance! Je vois bien sûr très clairement aujourd'hui que j'étais alors déjà dans un état de surexcitation intellectuelle tout à fait pathologique, que je ne vois pas comment nommer autrement que par un terme jusqu'ici inconnu en médecine,
empoisonnement par les échecs. Et pour finir, cette monomanie qui me possédait se mit à attaquer aussi mon corps, en plus de mon cerveau. Je maigrissais, mon sommeil était agité et perturbé. Au réveil, il me fallait chaque fois un gros effort pour ouvrir mes paupières qui étaient de plomb. Parfois, je me sentais si faible qu'en prenant un verre pour boire, j'avais du mal à le lever jusqu'à mes lèvres, tant mes mains tremblaient. Mais dès que la partie commençait, une force débridée s'emparait de moi. J'allais et venais en serrant les poings, et comme à travers une brume rouge, j'entendais parfois ma propre voix qui se criait à elle-même, d'un ton rauque et méchant, échec ou mat. Comment cette indescriptible et effroyable situation aboutit à une crise, je suis moi-même incapable de vous le raconter. Tout ce que je sais, c'est que je me réveillai un matin, et que c'est un réveil tout différent des autres. Mon corps était comme détaché de moi. J'étais confortablement allongé, à l'aise. Une bonne grosse fatigue, comme je n'en avais pas éprouvé depuis des mois, me fermait les paupières, et les baignait d'une chaleur si bienfaisante que j'eus d'abord beaucoup de mal à décider d'ouvrir les yeux. Plusieurs minutes je restai ainsi, déjà éveillé, jouissant de cette lourde torpeur dans un tiède abondant, les sens délicieusement alanguis. Soudain j'eus l'impression d'entendre des voix derrière moi, des voix humaines, vivantes, qui prononçaient des paroles, et vous ne pouvez pas imaginer mon ravissement, car depuis des mois, depuis presque un an, je n'avais pas entendu que les paroles dures, méchantes et agressives de mes juges, assis devant moi. Tu rêves, me dis-je, tu rêves. N'ouvre surtout pas les yeux, fais durer ton rêve, sinon tu vas retrouver ta maudite cellule autour de toi, avec la chaise, la cuvette, la table et le papier peint, avec toujours les mêmes motifs. Tu rêves, continue à rêver. Mais la curiosité l'emporta. Doucement, prudemment, j'ouvris les paupières, et miracle, c'était dans une autre pièce que je me trouvais, dans une chambre, plus large, plus spacieuse que ma cellule de l'hôtel. Une fenêtre sans barreaux laissait entrer librement la lumière. On voyait des arbres, verts, avec des branches ondulant dans le vent, au lieu de mon terrible mur coupe-feu. Les murs étaient brillants, blancs et lisses. Au-dessus de moi, très haut, le plafond était blanc et voûté. J'étais bien dans un autre lit que je ne connaissais pas. Oui, ce n'était pas un rêve, et derrière moi des voix humaines chuchotaient, doucement. Sans le vouloir, j'avais dû beaucoup m'agiter, tant j'étais surpris, car j'entendis aussitôt derrière moi des pas qui s'approchaient. Une femme arriva sur la pointe des pieds, une femme avec une coiffe blanche sur les cheveux, une infirmière, une religieuse. Un frisson de ravissement me parcourut. Je n'avais pas vu une femme depuis un an. Je dévisageais cette charmante apparition, et ce fut sans doute avec un regard d'enthousiasme débridé, car elle voulut aussitôt me calmer, et en s'approchant me dit avec force « Du calme, restez tranquille !» Mais moi j'écoutais seulement le son de sa voix. Était-ce vraiment une personne qui me parlait? Y avait-il encore sur cette terre des gens qui ne m'interrogeaient pas, ne me tourmentaient pas? De plus, miracle incompréhensible, c'était une voix moelleuse, chaude, une voix féminine presque tendre. Je fixai avidement sa bouche, tant il était devenu invraisemblable pour moi, au cours de cette année infernale, que quelqu'un puisse parler gentiment à autrui. Elle me sourit. Oui, elle souriait. Il y avait encore des gens qui pouvaient sourire gentiment. Puis elle posa son index sur ses lèvres pour que je me calme et s'éloigna doucement. Cependant, je fus incapable d'obéir à son ordre. Je n'étais pas encore rassasié du miracle que j'avais vu. Je fis un gros effort pour essayer de m'asseoir dans mon lit et la suivre des yeux, afin de contempler ce miracle qu'était une personne bienveillante. Mais quand je voulus prendre appui sur le bord de mon lit, la force me manqua. À l'endroit de ma main droite, de mes doigts et de mon poignet, je sentis quelque chose de bizarre, un gros renflement blanc et mou, à coup sûr un volumineux pansement. Je commençai par considérer avec stupéfaction cette grosse chose blanche et inconnue sur ma main. Ébahi, peu à peu je me mis à comprendre où j'étais. Je réfléchis à ce qui avait bien pu m'arriver. On m'avait sans doute blessé, ou bien je m'étais moi-même blessé à la main. J'étais dans un hôpital. À midi, le médecin vint me voir, un monsieur d'un certain âge, chaleureux. Il connaissait ma famille de nom, et fit avec un tel respect allusion à mon oncle, le médecin particulier de l'empereur, que j'eus aussitôt le sentiment qu'il me voulait du bien. Ensuite, il me posa toutes sortes de questions, dont une en particulier m'étonna. Étais-je mathématicien ou chimiste? Je répondis que non. Bizarre, murmura-t-il. Dans votre fièvre, vous n'arrêtiez pas de crier des formules bizarres. C3, C4. Personne ici n'y comprenait rien. Je m'enquis de ce qui m'était arrivé. Il eut un étrange sourire. Rien de grave, une crise d'excitation nerveuse. Puis, ayant regardé prudemment autour de lui, il poursuivit à mi-voix, bien compréhensible en réalité. Depuis le 13 mars, n'est-ce pas?
Je fis signe que oui. Pas étonnant avec cette méthode, murmura-t-il. Vous n'êtes pas le premier. Mais ne vous inquiétez pas. Au ton rassurant dont il me chuchota ces paroles et à son regard bienveillant, je compris qu'il allait faire tout son possible pour moi. 2 jours plus tard, ce bon docteur m'expliqua assez franchement ce qui s'était passé. Le gardien m'avait entendu crier très fort dans ma cellule. Il avait cru d'abord que quelqu'un s'y était introduit et que nous nous battions. Mais à peine s'était-il montré à la porte que je m'étais rué sur lui avec des hurlements de sauvage du genre « Mais joue donc, espèce de canaille, espèce de lâche !» J'avais essayé de le prendre à la gorge et j'avais fini par l'agresser si violemment qu'il avait été obligé d'appeler au secours. Quand ensuite on m'avait traîné, pris de folie furieuse, chez le médecin pour être examiné, je m'étais soudain échappé, je m'étais précipité sur la fenêtre du couloir, et j'avais enfoncé la vitre en me taillant dans la main. Regardez, la cicatrice est encore profonde, là. J'avais passé les premières nuits à l'hôpital, avec une sorte de fièvre cérébrale, mais il lui semblait qu'à présent, j'avais retrouvé une sensibilité normale. Cependant, ajouta-t-il doucement, je préfère ne pas en parler à ces messieurs, car ils pourraient s'aviser de vous renvoyer là-bas. Faites-moi confiance, je ferai de mon mieux. Je n'ai aucun moyen de savoir ce que ce médecin dévoué raconta à mes tortionnaires sur moi. En tout cas, il obtint ce qu'il voulait. Je fus libéré. Peut-être me déclara-t-il irresponsable, peut-être aussi la Gestapo me trouvait-elle alors déjà peu intéressant, car entre-temps, Hitler avait occupé la Bohême, et le cas de l'Autriche était réglé à ses yeux. Je dus seulement m'engager par écrit à quitter notre patrie dans un délai de 15 jours, et ces journées furent si remplies par les 1000 formalités dont doit s'acquitter aujourd'hui le ci-devant citoyen du monde, avant de s'en aller. Papier militaire, attestation de la police, des impôts, passeport, visa, certificat médical, que je n'eus pas le temps de réfléchir beaucoup à ce qui s'était passé. On dirait que dans notre cerveau agissent des forces mystérieusement régulatrices qui savent neutraliser ce qui pourrait accabler et menacer notre âme, car chaque fois que je voulais repenser à l'époque de ma cellule, mon esprit s'obscurcissait, en quelque sorte. Ce ne fut qu'après plusieurs semaines, en fait seulement ici, sur ce bateau, que je retrouvai le courage de me remémorer ce qui m'était arrivé. Vous allez comprendre maintenant pourquoi je me suis comporté de façon si incongrue, et sans doute incompréhensible vis-à-vis de vos amis. Je passais tout à fait par hasard en flânant dans le bar fumoir, quand je les aperçus assis devant un échiquier. Je me sentis malgré moi cloué sur place, par la surprise et la frayeur, car j'avais complètement oublié que l'on peut aussi jouer aux échecs, avec un véritable échiquier, de véritables pièces. J'avais oublié que dans ce jeu, 2 personnes en chair et en os, bien distinctes, sont assises en face l'une de l'autre. Il me fallut plusieurs minutes pour me rendre compte que ces joueurs, là-bas, jouaient en effet à ce même jeu que, dans mon désarroi, j'avais tenté de pratiquer pendant des mois, tout seul, contre moi-même. La notation algébrique qui m'avait servi pendant mes séances acharnées n'avait été qu'un pis-aller pour remplacer ces pièces d'ivoire en voyant que ces déplacements de pièces sur l'échiquier correspondaient à ceux que mon imagination avait inventés. J'étais peut-être aussi surpris qu'un astronome qui, après avoir, grâce à des méthodes complexes, calculé sur le papier la trajectoire d'une nouvelle planète, aperçoit soudain, vraiment dans le ciel, comme une étoile blanche, lumineuse et réelle, comme attirée par un aimant. Je regardais fixement l'échiquier, et j'y retrouvais mes diagrammes, avec le cheval, la tour, le roi, la reine, et les pions sous forme de véritables pièces de bois sculptées. Pour comprendre où en était la partie, je dus d'abord la transposer mentalement dans ma notation chiffrée, avant de revenir aux pièces que je voyais. Peu à peu, je devins curieux d'observer une partie réelle, jouée entre 2 partenaires. C'est alors qu'en oubliant toute politesse, je me permis indûment de faire intrusion dans votre partie. Mais l'erreur qu'allait commettre votre ami m'atteignit en plein cœur. Ce fut par un geste purement instinctif que je le retins, en intervenant sans réfléchir, comme on saisit impulsivement un enfant qui se penche au-dessus d'un parapet. Je me rendis compte seulement plus tard de la grossière inconvenance que j'avais commise dans ma précipitation. Je me hâtais d'assurer M. B, comme nous étions tous heureux de ce hasard qui nous avait valu de faire sa connaissance, et qu'après tout ce qu'il m'avait confié, il serait doublement intéressant pour moi d'avoir le privilège de le voir, le lendemain, disputer ce tournoi improvisé. M. B eut un geste d'impatience. Non, il ne faut pas que vous en attendiez trop. Pour moi, ce ne sera qu'un test. Un test pour voir si oui ou non, je suis capable de jouer normalement une partie d'échecs sur un véritable échiquier, avec de vraies pièces et un partenaire vivant. Car je me demande maintenant de plus en plus si ces centaines, ou peut-être ces milliers de parties que j'ai jouées, ont été vraiment des parties d'échecs selon les règles, ou si plutôt ce n'étaient pas seulement des échecs en quelque sorte rêvés.
imaginé par la fièvre, un jeu fébrile dans lequel, comme toujours dans les rêves, on saute des phases intermédiaires, et j'espère que vous ne me croyez tout de même pas sérieusement assez présomptueux pour prétendre tenir tête à un champion d'échecs, et qui plus est, au champion du monde. Ce qui m'intéresse et m'intrigue, c'est simplement la curiosité de comprendre si, à l'époque, dans ma cellule, je jouais encore aux échecs, ou si c'était déjà de la démence, si j'étais encore juste au bord, ou déjà au-delà de ce redoutable précipice. C'est tout. Voilà mon seul motif. À cet instant retentit depuis l'autre extrémité du paquebot le gong qui appelait au dîner. Sans doute étions-nous restés presque 2 heures ensemble, car monsieur B m'avait tout raconté avec beaucoup plus de détails que je ne l'ai résumé ici. Je le remerciai chaleureusement et pris congé. Mais j'étais encore sur le pont promenade quand il me rattrapa, pour me dire, visiblement nerveux et d'une façon même un peu saccadée: une chose encore, ayez l'amabilité de prévenir d'emblée ces messieurs à l'avance pour qu'ensuite je n'ai pas l'air impoli. Je ne jouerai qu'une seule partie. C'est seulement pour mettre un point final à une longue histoire, une conclusion définitive, pas un nouveau début. Je ne voudrais pas être repris une seconde fois par cette fièvre passionnée du jeu, dont le seul souvenir me fait horreur. Et d'ailleurs, le médecin aussi m'a mis en garde, là-bas, m'a explicitement averti. Quand on a été en proie à une manie, il y a toujours un danger. Et après un empoisonnement par les échecs, même tout à fait guéri, il faut mieux ne pas s'approcher d'un échiquier. Donc, vous comprenez, juste une partie pour moi, pour voir ce que je vaux, rien de plus. À 3 heures précises, l'heure convenue, nous étions réunis le lendemain au bar fumoir. 2 amateurs de cet art royal avaient rejoint notre cercle, 2 officiers du bord qui avaient demandé à être exceptionnellement dispensés de leur service pour assister au tournoi. Quant à Xentovitch, il ne se fit pas attendre comme la veille, et après le choix réglementaire des couleurs, une mémorable partie s'engagea entre cet homo obscurissimus et le célèbre champion du monde. Je regrette qu'elle n'ait été disputée que devant nous, spectateurs très incompétents, et que son déroulement soit perdu pour les annales de cet art, comme le sont pour la musique les improvisations de Beethoven au piano. Les efforts que nous fîmes tous ensemble durant les après-midi suivants pour essayer de la reconstituer de mémoire furent vains. Sans doute avions-nous tout le temps observé trop passionnément les 2 joueurs au lieu de surveiller les cours de la partie, car l'esprit si opposé qui inspirait l'habitus des 2 partenaires devint de plus en plus perceptible et palpable au fil de la partie. Xentovitch, le vieux routier, resta immobile comme un bloc du début à la fin, le regard sévère fixé sur l'échiquier, la tête baissée. Réfléchir semblait lui demander un effort proprement physique, qui réclamait une tension extrême de tous les organes. En revanche, M. B avait des gestes tout à fait souples et naturels, en authentique dilettante au meilleur sens du terme, à qui, dans le jeu seul, le jeu fait plaisir. Diletto. Il conservait une attitude entièrement détendue. Durant les premiers intervalles, il bavardait et nous donnait des explications, allumait une cigarette d'une main légère, et quand c'était à lui de jouer, il ne regardait l'échiquier qu'une minute. À chaque fois, on avait l'impression qu'il s'était attendu d'avance au coup joué par son adversaire. Les ouvertures classiques se déroulèrent assez vite. Ce fut seulement au 7e ou au 8e coup qu'une sorte de plan sembla se développer. Xentovitch se mit à prolonger ses pauses. Nous comprîmes à cet indice que le véritable combat pour la victoire commençait. Mais pour dire la vérité, l'évolution progressive de la partie nous décevait plutôt. Nous autres profanes, comme dans chaque véritable tournoi. Car plus les pièces s'entremêlaient en dessinant un étrange décor, moins nous comprenions ce que signifiait vraiment la nouvelle configuration. Nous n'arrivions à saisir aucune des stratégies de chaque adversaire, ni lequel des deux avait réellement l'avantage. Nous constations seulement que les différentes pièces étaient déplacées, telles des leviers destinés à rompre le front de l'ennemi. Mais, vu que chez ces éminents joueurs, chaque déplacement était calculé en anticipant sur plusieurs coups, nous ne parvenions pas à saisir l'intention stratégique de ces allées et venues. À cela s'ajoutait peu à peu une fatigue paralysante, due surtout aux interminables intervalles de Xentovitch, qui commençait visiblement à agacer aussi notre ami. J'observais avec inquiétude qu'il s'agitait de plus en plus sur la chaise, plus la partie traînait en longueur, tantôt allumant d'un geste nerveux une cigarette après l'autre, tantôt attrapant un crayon pour noter quelque chose. Plus tard, il commanda une bouteille d'eau minérale et en avala goulûment plusieurs verres à la suite. Il était évident qu'il calculait 100 fois plus vite que Xentovitch. Chaque fois que celui-ci se décidait, après d'interminables réflexions, à avancer une pièce de sa lourde main,
Notre ami se contentait de sourire, comme quelqu'un qui voit se produire une chose attendue depuis longtemps. Et il ripostait aussitôt. Sans doute qu'avec son intelligence si rapide, il avait déjà calculé à l'avance dans sa tête toutes les possibilités dont disposait son adversaire. C'est pourquoi, plus la décision de Xentovitch tardait, plus son impatience augmentait, et pendant cette attente, un pli de contrariété, presque vindicatif, crispait ses lèvres. Mais Xentovitch ne se laissait nullement presser. Opiniâtre et silencieux, il réfléchissait, et faisait des pauses de plus en plus longues, à mesure que l'échiquier se vidait de ses pièces. Au 42e coup, au bout de 2 heures 3/4, nous étions tous assis autour de la table de jeu, bien fatigués et presque indifférents. L'un des officiers du port était déjà parti. Un autre avait pris un livre et lisait, ne levant les yeux un instant qu'à chaque mouvement sur l'échiquier. Mais voilà que soudain, après un coup joué par Xentovitch, une chose imprévue arriva. Dès que M. B s'aperçut que Xentovitch prenait le cavalier pour avancer, il se ramassa sur lui-même comme un chat qui s'apprête à sauter. Tout son corps se mit à trembler, et à peine Xentovitch avait-il déplacé son cavalier qu'il avança vivement sa dame et claironna sur un ton triomphant. « Bon, fichu !» Puis il s'appuya contre son dossier, croisa les bras sur sa poitrine et regarda Xentovitch d'un air provocateur. Une flamme brillait soudain dans ses yeux. Aussitôt, nous nous penchâmes tous sur l'échiquier pour comprendre quel était ce coup annoncé aussi triomphalement. À première vue, on n'apercevait pas de menace directe. L'exclamation de notre ami faisait donc sans doute allusion à un développement que nous autres, dilettantes à la courte vue, n'arrivions pas à prévoir. Xentovitch était le seul qui n'avait pas bronché en entendant cette annonce provocatrice. Il restait assis, imperturbable, comme s'il n'avait absolument pas entendu cet humiliant fichu. Rien ne se passa. Comme sans le vouloir, nous retenions tous notre souffle. On entendit soudain le tic-tac de la montre, que l'on avait placée sur la table pour contrôler la durée des intervalles. 3 minutes passèrent, puis 7, 8. Xentovitch ne bougeait pas, mais je crus voir que ses épaisses narines se dilataient, plus encore qu'à l'accoutumée, tant il était tendu. Notre ami paraissait trouver aussi insupportable que nous cette attente muette. Soudain il se leva d'un bond et se mit à déambuler dans le fumoir, d'abord lentement, puis plus vite et encore plus vite. Nous le regardions tous, un peu ébahis, mais je m'inquiétais plus que les autres en m'apercevant que ces allées et venues, malgré leur violence contenue, ne dépassaient jamais une certaine longueur, toujours la même. On eût dit qu'à chaque fois, au milieu de cette pièce vide, il se heurtait à une limite invisible qui l'obligeait à faire demi-tour. Et je compris en frissonnant que ces allées et venues reproduisaient inconsciemment les dimensions précises de son ancienne cellule. C'était sûrement ainsi qu'il avait déambulé durant les mois de son incarcération, tel un animal enfermé dans une cage, en crispant exactement ainsi ses mains et en rentrant les épaules, exactement ainsi qu'il avait dû marcher de long en large des milliers de fois, avec la même lueur rouge de la folie, dans son regard fixe et pourtant enfiévré. Mais ses capacités de réflexion semblaient encore parfaitement intactes, car de temps en temps, il se tournait d'un air impatient vers la table pour voir si Xentovitch s'était enfin décidé. 9 minutes passèrent, 10 minutes. Alors enfin il se produisit quelque chose que nul d'entre nous n'avait imaginé. Xentovitch leva lentement sa lourde main, qui jusqu'alors était restée immobile sur la table. Nous regardions tous, curieux de voir ce qu'il avait décidé, mais Xentovitch ne joua pas. Ayant retourné sa main, il repoussa lentement, d'un geste résolu, toutes les pièces encore sur l'échiquier. Il nous fallut un instant pour comprendre. Xentovitch avait abandonné la partie. Pour ne pas être ouvertement mat devant nous, il avait capitulé. L'invraisemblable s'était produit. Le champion du monde, le vainqueur d'innombrables tournois, avait baissé pavillon devant un inconnu. Quelqu'un qui n'avait pas touché un échiquier depuis 20 ou 25 ans. Notre ami, cet homo anonymous, cet homo ignotus, avait vaincu le plus fort joueur d'échecs du monde, dans un combat devant témoins. Sans nous en apercevoir, nous nous étions levés l'un après l'autre, très émus. Chacun avait le sentiment de devoir dire ou faire quelque chose pour exprimer sa joie après avoir eu si peur. Le seul à rester immobile en conservant tout son calme fut Xentovitch. Au bout d'un moment, il leva la tête et braqua sur notre ami un regard de pierre. « Encore une partie » demanda-t-il. « Bien sûr » répondit M. B avec un enthousiasme qui me déplut. Et aussitôt, avant même que je puisse lui rappeler sa résolution de s'en tenir à une seule partie, il s'assit et se mit à disposer les pièces avec une hâte fébrile. Il les assemblait de façon si emportée qu'à 2 reprises un pion échappa à ses doigts tremblants et tomba sur le plancher. Le malaise prononcé que j'éprouvais depuis quelques instants augmenta devant son étrange excitation,
et se mua en une sorte d'anxiété, car cet homme, jusque-là si calme et paisible, était manifestement la proie d'une exaltation. Le tic nerveux contractait de plus en plus souvent sa bouche, et son corps tremblait, comme secoué par une forte fièvre. « Non, lui murmurai-je tout bas, pas maintenant. Cela suffit pour aujourd'hui. C'est trop éprouvant pour vous. » « Éprouvant ? Ah !» fit-il avec un grand rire méchant. « J'aurais pu jouer 17 parties pendant ce temps au lieu de traîner comme ça. Le seul effort pour moi, c'est de ne pas m'endormir à ce train-là. Bon, allons, c'est à vous de commencer. » Il avait adressé ces derniers mots à Xentovitch, sur un ton violent, presque grossier. Celui-ci le regardait d'un air calme et mesuré, mais son regard dur, comme la pierre, était un peu comme un poing crispé. D'un seul coup, quelque chose de nouveau vibrait entre les deux joueurs. Une dangereuse tension vibrait entre les deux joueurs. Une haine passionnée. Ce n'étaient plus deux partenaires qui voulaient éprouver dans un jeu leurs capacités respectives, c'étaient deux ennemis qui avaient juré de s'anéantir l'un l'autre. Xentovitch hésita longuement avant de jouer le premier coup, et j'eus le sentiment très net qu'il hésitait exprès aussi longtemps. Il était clair qu'il avait compris, en tacticien expert, qu'il fatiguait et agaçait son adversaire, justement par sa lenteur. Il n'attendit donc pas moins de 4 minutes avant de procéder à la plus simple, à la plus normale des ouvertures, en avançant le pion de son roi des 2 cases habituelles. Aussitôt, notre ami avança le même pion à la rencontre du sien, et à nouveau Xentovitch fut une pause interminable, à la limite du supportable. C'était comme quand un gros éclair fulgure, et que, le cœur battant, on attend le coup de tonnerre qui tarde et qui ne vient pas. Xentovitch ne bougeait pas. Il réfléchissait en silence, avec lenteur. Une lenteur méchante, j'en étais de plus en plus certain, mais cela me laissait le temps d'observer M. B, tout à loisir. Il venait d'engloutir son 3e verre d'eau, sans le vouloir. Je me rappelais qu'il m'avait parlé de sa soif fébrile dans sa cellule. Il présentait en effet tous les symptômes d'une excitation anormale. Je voyais son front se couvrir de sueur, et la cicatrice sur sa main se dessinait plus rouge et plus nette qu'auparavant. Pourtant il se contrôlait encore. Ce fut seulement quand Xentovitch prit à nouveau un temps infini pour réfléchir à son 4e coup qu'il perdit patience et il lui souffla à la figure d'une voix rauque. « Alors, vous allez jouer à la fin ?» Xentovitch leva froidement les yeux. « Autant que je sache, nous avons convenu d'un délai de 10 minutes par coup. J'ai pour principe de ne pas jouer en moins de temps. » Monsieur B se mordit les lèvres. Je m'aperçus qu'une de ses chaussures battait contre le plancher, sous la table, et de plus en plus vite, une nervosité irrépressible m'envahit, avec le pressentiment accablant que quelque chose d'insensé se préparait en lui. En effet, il y eut au 8e coup un autre incident. Monsieur B, qui se contrôlait de plus en plus difficilement durant ses attentes, fut soudain incapable de retenir son irritation. Il s'agita dans tous les sens, et, sans s'en rendre compte, se mit à tambouriner sur la table du bout des doigts. Xentovitch leva encore une fois sa lourde tête de paysan. « Puis-je vous demander de ne pas tambouriner ? » ?»« Cela me dérange, je ne peux pas jouer ainsi. »« Ah !» fit M. B avec un petit rire. « Oui, on le voit. » Le front de Xentovitch s'empourpra. « Que voulez-vous dire par là ?» demanda-t-il d'un ton tranchant et hostile. M. B eut encore son petit rire méchant. « Rien, on dirait simplement que vous êtes très nerveux. » Xentovitch resta silencieux et baissa la tête. Il laissa passer 7 minutes avant de jouer le coup suivant, et la partie continua à se traîner sur ce rythme mortel. Xentovitch semblait se pétrifier de plus en plus. Il utilisa finalement le maximum du temps convenu entre chaque coup avant de jouer, et d'un intervalle à l'autre, le comportement de notre ami devenait de plus en plus étrange. On aurait dit qu'il ne s'intéressait plus du tout à la partie, mais se concentrait sur toute autre chose. Il cessa d'aller et venir frénétiquement et resta immobile assis à sa place, les yeux dans le vague, l'air presque égaré. Il regardait fixement droit devant lui, en marmonnant sans arrêt des paroles incompréhensibles. Peut-être se perdait-il dans d'interminables calculs, ou bien, c'était ce que je soupçonnais, à part moi, il imaginait des parties toutes différentes, car chaque fois que Xentovitch avait enfin joué, nous devions le rappeler à nous, tant il était ailleurs. Une seule minute lui suffisait alors pour se retrouver dans la configuration du moment. Et moi, je soupçonnais de plus en plus qu'en réalité, il nous avait tous depuis longtemps oubliés, ainsi que Xentovitch, plongé qu'il était dans cette démence froide qui pouvait à tout instant exploser en violence. Et au 19e coup, la crise se déchaîna. À peine Xentovitch avait-il déplacé sa pièce que M. B, sans vraiment regarder l'échiquier, avança brusquement son fou de 3 cases et hurla si fort que cela nous fit tous sursauter. « Échec ! Échec au roi !» Prêts à découvrir une manœuvre inusitée, nous nous penchâmes aussitôt sur l'échiquier.
Mais au bout d'une minute, il arriva quelque chose qu'aucun d'entre nous n'avait imaginé. Xentovitch leva très, très lentement la tête et, ce qu'il n'avait jamais fait jusqu'ici, il nous regarda tous, l'un après l'autre. Il avait l'air de jouir infiniment de quelque chose, car sur ses lèvres se dessina peu à peu un sourire satisfait et nettement sarcastique. Une fois qu'il eut dégusté jusqu'au bout son triomphe, que nous ne comprenions pas encore, nous autres, il s'adressa à l'assistance avec une feinte politesse. Désolé, je ne vois pas où il y a échec. Peut-être l'un de ces messieurs voit-il comment mon roi est en échec. Nous regardâmes d'abord l'échiquier, puis M. B, troublé. En effet, la case où se trouvait le roi de Xentovitch, un enfant aurait pu le voir, était parfaitement à l'abri du fou, car couverte par un pion. Impossible donc de dire échec au roi. Cela nous inquiéta. Est-ce que notre ami, trop impétueux, avait mal déplacé une pièce en la mettant une case trop loin ou trop près? Alerté par notre silence, M. B se mit lui aussi à considérer attentivement l'échiquier. Puis il se mit à bredouiller avec force. Mais le roi, il doit être en F7. Il n'est pas à sa place, pas du tout. Vous avez mal joué. Rien n'est à sa place sur cet échiquier, ce pion-là. Il doit être en G5, pas en G4. Mais ce n'est pas du tout la même partie, c'est... Il s'arrêta soudain. Je l'avais vivement saisi par le bras, ou plutôt je l'avais pincé si fort au bras que même égaré et fébrile, il s'était senti empoigné. Il se retourna et me dévisagea comme un somnambule. Qu'est-ce que... Que voulez-vous? Je lui dis seulement « Remember » et j'effleurai de mon doigt la cicatrice sur sa main. Il observa d'un air absent ce que je faisais, et de son regard vide, il s'arrêta sur le trait rouge vif. Alors un brusque tremblement le parcourut, et il frissonna des pieds à la tête. « Au nom du ciel, murmura-t-il, les lèvres pâles, ai-je commis ou dit une absurdité? Est-ce qu'à nouveau je... » Non, lui dis-je tout doucement. Mais il faut que vous abandonniez immédiatement cette partie. Il est plus que temps. Souvenez-vous de ce que le médecin vous a dit. Monsieur B se leva d'un bond. Je vous prie de m'excuser de ma stupide erreur, dit-il avec son ancienne politesse, et en s'inclinant devant Xentovitch. Ce que je viens de dire est, bien sûr, une pure absurdité. Vous êtes évidemment le vainqueur de cette partie. Puis il se tourne vers nous. À vous aussi, messieurs, je dois des excuses, mais je vous avais bien prévenu de ne pas fonder trop d'espoir sur moi. Pardonnez-moi pour cette déconvenue. C'était la dernière fois que je tentais ma chance aux échecs. Il s'inclina et partit de la même façon modeste et mystérieuse qu'il avait surgi parmi nous. J'étais le seul à savoir pourquoi cet homme ne toucherait jamais plus à un échiquier, alors que les autres se sentirent un peu désarçonnés, avec la vague impression d'avoir échappé d'extrême justesse à quelque chose de désagréable ou même à un danger. « Damned fool !» grommela MacConnor très déçu. Xentovitch fut le dernier à se lever de sa chaise. Il jeta encore un coup d'œil à la partie presque terminée. « Dommage, dit-il magnanime. L'attaque n'était pas si mal calculée, au fond. Pour un dilettante, ce monsieur, à vrai dire, est remarquablement doué.